Raphaël Montfort avait 42 ans. Un bureau au 23e étage de l'un des immeubles les plus imposants du quartier de la Défense et la certitude absolue d'avoir bâti, de ses propres mains et à la sueur de chaque nuit travaillée, tout ce dont un homme aurait besoin pour se sentir accompli. L'entreprise qu'il avait fondée à 23 ans, dans une chambre de bonne avec un vieil ordinateur et une table en bois bancal qui grinçait au moindre appui, employait aujourd'hui 416 personnes et brassait plus de 200 millions d'euros par an. Il en était arrivé à un point où il n'avait plus besoin de se battre pour obtenir des contrats. Les contrats venaient à lui. Il n'avait plus besoin de convaincre quiconque de sa valeur, son nom de famille s'en chargeait tout seul. Il possédait un appartement de 270 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, une fiancée qui était avocate d'affaires diplômée de la Sorbonne et un emploi du temps si chargé qu'il lui fallait 2 assistantes rien que pour gérer les quelques minutes qui lui restaient entre 2 réunions. Ce qu'il n'avait pas, bien qu'il ne l'admette jamais à voix haute, c'était le repos de l'âme. Il y avait quelque chose qui agissait comme un bruit de fond en lui, constant comme le bourdonnement d'un climatiseur, que plus personne ne remarque parce qu'on s'y est tellement habitué qu'on a cessé de l'écouter consciemment. Raphaël savait que ce bruit avait un nom. Il savait d'où il venait. Mais cela faisait des années qu'il avait appris à travailler par-dessus ce son, à empiler les engagements, les réunions, les objectifs et les conquêtes sur cette couche inférieure d'inconfort, jusqu'à ce que la journée soit assez longue pour que, lorsqu'il posait enfin la tête sur l'oreiller, il ne lui reste plus d'énergie pour que le bruit ne se transforme en pensée organisée. Cela fonctionnait, la plupart du temps. Ce lundi de mai, pourtant, cela ne fonctionnait pas. La crise était arrivée sans prévenir, comme les pires arrivent toujours. L'un des plus gros clients de l'entreprise, responsable de près de 22% du chiffre d'affaires annuel, avait décidé de ne pas renouveler son contrat pour des raisons mêlant restructuration interne, changement de direction et une série de malentendus que Raphaël avait tenté de résoudre sans succès au cours des 3 mois précédents. La nouvelle fut confirmée un vendredi après-midi et pour une raison qu'il essayait encore de comprendre, elle le frappa d'une manière différente des crises antérieures. Ce n'était pas seulement le chiffre, c'était ce que le chiffre représentait, qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas réussi à contrôler, et que ce quelque chose plaçait désormais 236 familles dans l'incertitude pendant qu'il courait contre la montre pour réorganiser les comptes et trouver des issues encore invisibles. Il renvoya son assistante à 18 heures. Il congédia l'équipe à 20 heures. Il resta seul au 23e étage avec les feuilles de calcul ouvertes, la ville de Paris s'illuminant en bas comme un organisme vivant qui ne s'arrêtait jamais, et la sensation croissante qu'il y avait quelque chose de plus lourd sur ses épaules que ce que n'importe quel tableau Excel pourrait expliquer. Quelque chose qui était là bien avant la crise, quelque chose que les chiffres n'avaient jamais réussi à couvrir complètement, malgré tous ses efforts pour les empiler sur cette vieille strate de malaise. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Ou plutôt, c'est alors qu'il la remarqua pour la première fois, car Solange Ferrand travaillait déjà dans cet immeuble depuis 4 mois. Elle entrait par le couloir de service à 22 heures précises, poussant son chariot de nettoyage devant elle, ses écouteurs autour du cou et l'expression de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cet endroit, comme s'il s'agissait du jardin de sa propre maison. Elle avait 41 ans, les cheveux noirs attachés en un chignon bas, et les mouvements de quelqu'un qui faisait ce travail sans gaspiller d'énergie, sans hâte inutile et sans lenteur injustifiable. Chaque chose en son temps, chaque partie du bureau traitée avec l'attention nécessaire et rien de plus. Il y avait en elle une efficacité qui n'était pas mécanique. C'était celle de quelqu'un qui avait appris au fil des ans à bien faire ce qui devait être fait sans avoir besoin d'applaudissements pour cela. Elle ne s'attendait à trouver personne cette nuit-là. Et Raphaël ne s'attendait pas non plus à être trouvé. Tous deux s'observèrent un instant à travers la paroi vitrée qui séparait la salle principale du couloir, et Solange leva le menton dans un salut bref et poli, avant de reculer discrètement pour commencer par l'autre extrémité de l'étage, lui laissant l'espace que le silence réclamait sans que personne n'ait besoin de le demander par des mots. Raphaël retourna à ses tableaux de bord, mais peu après, il se surprit à regarder à nouveau vers le couloir, réalisant que le simple mouvement d'une autre personne dans l'espace avait allégé le poids de l'air, comme si la présence d'un être humain ordinaire, sans titre ni intérêt pour ce qui se passait sur les écrans de cet ordinateur,
rendait l'endroit légèrement plus habitable. À 11h30 du soir, il réalisa qu'il avait faim. Il y avait une machine à café dans la cafétéria du 18e étage. Il y avait, en théorie, quelques biscuits rangés dans le tiroir de l'assistante. Mais quand il ouvrit le tiroir, il était vide. Et quand il descendit par l'ascenseur pour prendre un café, il trouva la machine vide de grains. Il resta planté devant elle un moment, la regardant avec une irritation disproportionnée par rapport au problème. Puis, il entendit une voix calme derrière lui. Solange était à la porte de la cafétéria avec un sac plastique à la main, la tête légèrement inclinée, les yeux directs et sans cérémonie inutile. « Monsieur a mangé aujourd'hui ?» dit-elle. Ce n'était pas vraiment une question. C'était la vérification de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse et donnait simplement à l'autre la chance de confirmer. « J'ai un sandwich que j'ai apporté en trop par erreur », continua-t-elle avant qu'il ne puisse répondre. « Si monsieur le veut bien. » Raphaël resta à fixer le sac pendant une seconde de trop. Il y avait quelque chose dans ce geste qu'il ne sut pas nommer immédiatement. « Vous pouvez le laisser là, dit-il, d'une voix un peu plus rude qu'il ne l'aurait souhaité. Solange posa le sac sur le comptoir sans aucun commentaire. Elle allait se retourner pour sortir quand il dit, cette fois avec un ton complètement différent, « Merci ». Elle acquiesça une seule fois. Elle sortit, et Raphaël resta immobile devant ce sac plastique, sentant de manière imprécise qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans ce geste. Pas la nourriture en soi, c'était le naturel avec lequel elle l'avait fait, sans rien demander en échange, sans faire cette pause calculée que les gens ont l'habitude de faire quand ils font quelque chose pour quelqu'un qui a plus de pouvoir qu'eux, cette pause où loge l'attente silencieuse d'une reconnaissance future. Elle avait simplement remarqué qu'il avait faim et avait fait ce qui semblait être la chose évidente à faire. À l'intérieur du sac se trouvait un sandwich au poulet et au fromage enveloppé dans du papier aluminium, encore tiède, et un petit pot en plastique avec de la pâte de coin qu'elle avait ajoutée sans que personne ne le demande. Raphaël Montfort mangea debout, appuyé contre le comptoir, regardant par la fenêtre les voitures qui passaient en bas dans la nuit, et il sentit pour la première fois depuis de nombreux mois qu'il y avait quelque chose d'humain à cet étage de verre, de climatisation et d'objectifs de chiffre d'affaires. Il retourna au bureau. Il travailla jusqu'à 3 heures du matin. Quand il sortit pour prendre l'ascenseur, l'étage était propre et silencieux, comme si personne n'était passé par là, comme si les heures de l'aube avaient effacé les traces d'une journée qui avait été trop lourde pour être portée seule. Le mardi, il revint tôt et resta de nouveau tard. Le mercredi, de même. Et le jeudi, alors que l'horloge marquait minuit et qu'il se trouvait devant un énième tableau qui ne tombait pas juste, il entendit le bruit du chariot dans le couloir et réalisa, avec une surprise qui n'en était pas tout à fait une, qu'il attendait ce son sans savoir qu'il l'attendait. Solange passa devant la porte sans s'arrêter. Il aurait dû en rester là. Mais il y avait quelque chose cette nuit-là, peut-être la fatigue accumulée de 70 heures de travail sans pause, peut-être le poids qui allait bien au-delà des chiffres, qui fit qu'il dit, presque sans le vouloir, « Vous avez travaillé la journée aussi ?» Elle s'arrêta, se retourna. « Non, seulement la nuit. »« Et la journée, que faites-vous » La question était trop directe, et il le sut immédiatement. Mais elle ne montra aucune gêne. Elle réfléchit simplement avec le même calme avec lequel elle semblait tout considérer. « Je m'occupe de ma fille le matin, je fais les courses l'après-midi, je viens travailler le soir, dit-elle. Et vous, monsieur, vous restez ici toute la journée ? Ça dépend des semaines. Et celle-ci ? Il la regarda. C'était une question sans malice. Sincèrement curieuse, de cette manière rare qu'ont les questions quand la personne qui les pose veut vraiment connaître la réponse et pas seulement remplir le silence de bruit. « Cette semaine, oui, » répondit-il. Elle acquiesça sans demander pourquoi et commença à nettoyer le bureau avec ses mouvements précis habituels. Et d'une certaine manière, sa présence dans cet espace, le naturel avec lequel elle occupait cet endroit sans demander de permission, ni s'excuser d'exister là, apporta à l'air une qualité différente que Raphaël n'aurait su nommer s'il avait essayé. Cette nuit-là, plus tard, déjà chez lui, alors qu'il essayait de dormir sans y parvenir, il repensa à cette capacité qu'avait Solange Ferrand d'exister dans l'espace sans être de trop ni de moins. Comme quelqu'un qui avait appris, au fil des ans, à être exactement de la taille qu'il était, ni plus grand ni plus petit que ce que le moment exigeait.
Et pour la première fois depuis longtemps, le bruit sourd en lui avait un son légèrement différent. Il n'avait pas disparu, mais il avait changé de ton, comme si quelque chose qui était verrouillé avait trouvé pour la première fois une fente de lumière venant d'une direction qu'il n'avait pas pensé à regarder auparavant. Il se réveilla avant l'alarme ce vendredi matin, ce qui arrivait rarement, et quand il arriva au bureau, la première chose qu'il fit fut de regarder vers la porte du couloir de service, sachant que ce n'était aucune feuille de calcul qui avait ramené cette pensée à la surface. La crise dura 3 semaines dans sa phase la plus aiguë, et durant ces 3 semaines, Raphaël Montfort quitta rarement l'immeuble avant 1h du matin. Les jours devinrent une succession de réunions d'urgence, d'appels avec les investisseurs, de discussions avec le service juridique et de sessions solitaires devant des tableaux Excel qui se déployaient en cascade sur l'écran de l'ordinateur comme un labyrinthe qui semblait s'agrandir à chaque issue trouvée. Il y avait des moments où il parvenait à voir le chemin avec clarté. Il y en avait d'autres où la vision se fermait complètement et où il devait rester immobile, respirant lentement, attendant que le poids physique du stress se dissipe suffisamment pour que le raisonnement recommence à fonctionner. Durant ces longues nuits, Solange Ferrand devint une présence qu'il se mit à attendre avec un naturel qui le surprenait quand il s'arrêtait pour y penser. Elle ne forçait pas la conversation. Elle n'agissait pas comme si la situation créait entre eux une proximité qui n'avait pas été établie. Elle faisait simplement son travail avec la même précision que toujours, et quand il y avait une pause, l'une de ces pauses où le silence demande à être comblé sans l'exiger, elle le remplissait avec la légèreté de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être au centre de la scène. Ce fut un mardi de la 2e semaine qu'ils eurent leur première véritable conversation. Raphaël avait passé tout l'après-midi dans une réunion qui n'avait mené nulle part, et toute la nuit à essayer de réparer ce que la réunion avait gâché. À 11h du soir, il était dans la cafétéria en train de réchauffer un café froid depuis trop longtemps quand Solange entra pour prendre un seau d'eau. Elle remarqua son expression avant toute autre chose. « Ça s'est mal passé ?» demanda-t-elle. Il la regarda. « Plus ou moins, dit-il. Tout dépend de la manière dont on mesure les choses. » Elle remplit le seau, ferma le robinet et resta immobile un moment comme si elle calculait si cette conversation voulait continuer ou si elle était arrivée à sa fin naturelle. Puis elle dit « Il y a des choses où l'on se trompe vraiment, et il y a des choses qui n'ont simplement pas marché comme on l'espérait. Ce sont des choses bien différentes. » Raphaël resta à la regarder. « Cette distinction est importante pour vous ? Elle est importante pour quiconque doit travailler demain matin, » dit-elle sans aucune ironie, avec la simplicité de quelqu'un qui partage un fait vérifié par l'expérience. Il sourit sans s'en rendre compte. C'était son premier sourire sincère de toute la semaine. Dans les jours qui suivirent, les conversations s'installèrent peu à peu, sans qu'aucun des deux ne semble gérer la proximité. Elle arrivait simplement à la vitesse nécessaire. Elle raconta qu'elle avait commencé à travailler dans le nettoyage à 16 ans, aux côtés de sa mère, dans des maisons de famille en Bretagne, et qu'elle était arrivée à Paris à 23 ans en suivant une opportunité de travail dans une entreprise de service qu'un cousin lui avait indiquée. Que sa fille était née 2 ans plus tard, d'une relation qui s'était terminée avant que la petite ne puisse se souvenir de ce qu'était son père quand il était encore là. Qu'elle avait appris au fil des ans à se construire une vie avec ce qu'elle avait, sans attendre que ce qui manquait arrive avant de continuer. Raphaël écoutait avec une attention qui n'était pas celle de quelqu'un qui attend son tour pour parler. C'était l'attention de quelqu'un qui avait oublié comment on écoutait avec tout son corps et qui était en train de réapprendre. En retour, sans s'apercevoir qu'il le faisait en retour, il se mit à raconter qu'il était né à Quissac, une petite commune rurale du Gard dont la plupart des Parisiens n'avaient jamais entendu parler. Qu'il était arrivé à la capitale à 21 ans, 700 € en poche. La recommandation d'un professeur qui avait cru en lui avant qu'il ne croie en lui-même, et une colère silencieuse d'avoir si peu qui avait fonctionné pendant des années comme un carburant. Que la colère avait laissé place à la concentration au travail, le travail à l'entreprise, et l'entreprise à une vie qui était objectivement bien plus que tout ce qu'il avait rêvé dans cette chambre de bonne de Saint-Denis où il avait dormi les 18 premiers mois à Paris. Et pourtant, dit-elle un soir, avec une tranquillité qui n'était pas un jugement mais qui n'était pas non plus de l'indifférence. Et pourtant, monsieur est ici à minuit, tout seul.
Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda la table, ses mains, les papiers empilés, qui représentaient l'état actuel d'une crise loin d'être terminée. Puis il dit « C'est différent quand on a bâti quelque chose. Il devient difficile de séparer la crise de l'entreprise de la crise de ce que l'on est. » Elle réfléchit. « Je comprends, dit-elle, sauf qu'il y a une différence entre monsieur et l'entreprise. L'entreprise ferme le week-end. Monsieur ne ferme jamais. » Il la regarda. Elle avait dit cela sans intention de causer un effet. Elle n'essayait pas d'être profonde ni perspicace. Elle disait simplement une chose qu'elle avait observée comme étant vraie. Et peut-être précisément pour cette raison, la phrase se posa sur lui d'une manière différente d'une phrase élaborée. Il emporta cela chez lui cette nuit-là. Il resta allongé dans l'obscurité de l'appartement vide. Camille était en voyage d'affaires à Lyon, et le plafond de la chambre fonctionna comme un écran blanc sur lequel son cerveau projetait les images qui venaient toujours quand le silence devenait trop long. La maison en briques au bord de la petite route départementale, le jardin avec le vieux cerisier, la voix de sa mère l'appelant pour le dîner avec ce ton spécifique qui mêlait fermeté et tendresse dans une proportion qu'il n'avait jamais retrouvée chez personne d'autre. Les appels du dimanche, rapides, protocolaires, où elle disait qu'elle allait bien et où il la croyait parce qu'il avait besoin de la croire. Madame Lourdes Montfort avait 73 ans et vivait seule à Quissac depuis plus d'une décennie. Raphaël envoyait de l'argent chaque mois, une somme qui, selon lui, était plus que suffisante pour couvrir tous ses besoins. Il appelait chaque semaine, parfois plus d'une fois, des conversations de 10 ou 15 minutes où elle demandait comment il allait. Il disait bien, elle disait qu'elle allait bien aussi, il promettait de lui rendre visite bientôt, et elle disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Le cycle se répétait avec la régularité d'un rituel qui avait perdu son sens réel, mais qu'aucun des deux ne semblait disposé à interrompre, car l'interrompre exigerait de confronter ce qu'il y avait sous le rituel. Il n'avait pas mis les pieds à Quissac depuis 11 ans. Il n'y avait pas une raison unique et claire à cela. Il y avait une accumulation de petites raisons qui, additionnées, fonctionnaient comme un mur. L'emploi du temps qui ne collait pas, les voyages de travail qui consommaient les week-ends restants, la sensation inconfortable que retourner à l'endroit d'où il était parti, pour devenir quelqu'un d'autre, exigerait une sorte de reddition de compte qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner. Il y avait aussi, bien que ce soit la chose la plus difficile à admettre, une peur vague mais persistante que la distance ait créé quelque chose qu'une visite ne réparerait pas et rendrait peut-être plus visible. C'était plus facile d'appeler. C'était plus facile d'envoyer de l'argent. C'était plus facile de dire bientôt et de laisser ce bientôt indéfini. La semaine suivante, un mercredi de pluie fine qui rendait la nuit parisienne encore plus close, Raphaël se tenait à la fenêtre du bureau quand Solange entra. Elle le vit de dos et s'apprêtait à commencer par le côté opposé, comme d'habitude, mais il se retourna avant qu'elle n'atteigne l'autre salle. « Êtes-vous déjà resté longtemps sans voir quelqu'un qui compte pour vous ?» dit-il. Sans contexte, sans introduction, comme si la question était déjà au milieu d'une conversation commencée dans sa tête. Elle s'arrêta. Elle le regarda un moment. « Oui, dit-elle. Comment gérez-vous cela ?» Elle appuya légèrement sa main sur le chariot. « Ça dépend du pourquoi, dit-elle. Il y a des absences qui sont des circonstances, et il y a des absences qui sont des choix déguisés en circonstances. » Il resta à la regarder. La ville en bas continuait son bruit constant, les voitures sur le boulevard même à 11 heures du soir, la pluie frappant doucement la vitre épaisse, et Raphaël Montfort, qui avait appris toute sa vie à ne pas laisser paraître ce qu'il ressentait en public, sentit pour la première fois qu'il était lu par quelqu'un qui n'avait pas besoin de mots pour le faire. Il se retourna vers la fenêtre. Elle continua son travail, et le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide. C'était le genre de silence qui survient après qu'une chose importante a été dite, quand les mots ont déjà fait ce qu'ils devaient faire et que le reste appartient aux gens. Le mois de juin arriva, apportant avec lui un froid atypique pour Paris. Ce froid sec qui irrite la gorge et laisse au matin une lumière blanche et dure qui ne réchauffe rien. La crise de l'entreprise était entrée dans une phase différente, toujours grave mais déjà cartographiée, et Raphaël avait trouvé un chemin de restructuration qui n'était pas parfait mais qui était viable, le genre de solution qui ne résout pas tout mais qui redonne aux dirigeants la sensation d'avoir le sol sous les pieds. Il commença à quitter le bureau plus tôt, parfois avant minuit, et les nuits qui étaient autrefois entièrement consumées par les feuilles de calcul commencèrent à avoir des brèches où d'autres choses pouvaient exister.
Les conversations avec Solange continuèrent. Elle n'avait pas de format fixe. Parfois, c'était 5 minutes pendant qu'elle nettoyait le comptoir et qu'il attendait que le café chauffe. Parfois, c'était 40 minutes, elle assise sur le rebord de la fenêtre de la cafétéria et lui appuyait contre le mur, tous deux regardant la ville ou l'un l'autre selon ce que la conversation demandait. Il n'y avait aucune intention cachée dans ces échanges. Il n'y avait pas non plus de tentative de se convaincre qu'ils n'étaient que deux personnes partageant un espace par accident. Il y avait quelque chose qui se formait entre eux de la manière dont certaines choses importantes se forment, sans que personne n'ait besoin de les nommer pour qu'elles existent. Dans ces conversations, Raphaël révéla peu à peu ce qu'il révélait rarement dans toute autre situation. Il parla de Quissac avec une précision de détail qu'il ne soupçonnait pas lui-même avoir gardée. La couleur de la terre rouge en fin d'après-midi, l'odeur de la pluie quand elle tombait après des jours secs, le bruit du marché le jeudi matin, le goût du jus de pomme artisanal acheté au bord de la route qui était différent de tout ce qu'il avait trouvé à Paris malgré plusieurs tentatives. Il parla de son père, Monsieur Antoine, qui avait travaillé toute sa vie dans les vignes et qui était mort 7 ans auparavant, à une époque où Raphaël était au milieu d'une négociation importante et était arrivé à la veillée funèbre quand le cercueil était déjà fermé. Ce détail était resté en lui comme un éclat de verre qui n'avait pas trouvé où se loger sans le blesser. Solange écoutait, et quand elle disait quelque chose, c'était quelque chose qui l'emportait avec lui après son départ. Un soir, elle lui demanda s'il avait des frères et sœurs. Il répondit que non, qu'il était fils unique, et que sa mère était restée seule après le départ de son père. Elle demanda si sa mère vivait toujours dans le village où il était né. Il dit que oui, et elle resta en silence un moment, non pas le silence de celui qui attend qu'il continue, mais le silence de celui qui a traité une information et décide s'il doit commenter ou laisser passer. « Vous lui rendez visite souvent ?» demanda finalement Solange. Raphaël fit tourner son gobelet de café entre ses mains. « Pas autant que je le devrais, dit-il. » Elle ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter, et il savait, à la façon dont la phrase était sortie, qu'il avait été honnête d'une manière qu'il l'était rarement quand le sujet était abordé. La semaine suivante, par une nuit de jeudi sous une bruine fine qui rendait les vitres du bureau opaques de l'extérieur, Raphaël resta figé à regarder son téléphone pendant près de 20 minutes avant d'appeler Madame Lourdes. C'était un jeudi, ce n'était pas le jour habituel des appels, et il réalisa que cette simple variation du protocole le rendait légèrement nerveux, comme si la structure du rituel était aussi une protection dont il ne savait pas qu'il avait besoin avant d'imaginer la possibilité de l'abandonner. Sa mère décrocha à la deuxième sonnerie, avec sa voix qui portait cet accent du midi que le temps à Paris avait lissé chez lui, mais n'avait pas touché chez elle. « Mon fils, dit-elle, qu'y a-t-il? Tout va bien? »« Oui, maman. J'ai appelé pour entendre ta voix. » Il y eut une petite pause de l'autre côté. « C'est bien, mon fils. Je vais bien. Tu vas bien? »« Oui, maman. »« Le travail va bien? »« Ça va. »« C'est bien. Prends soin de toi. » La conversation dura 8 minutes. À la fin, elle dit qu'elle avait sommeil, qu'elle s'était levée tôt pour faire ses courses au marché et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il dit qu'il appellerait dimanche comme d'habitude. Elle dit que c'était parfait. Et l'appel se termina avec le même goût de toujours, ce goût d'une conversation qui communique très peu sur ce qui compte vraiment parce que les deux parties supposent que ce qui importe est sous-entendu, et peut-être que tous deux savent, quelque part où les mots ne vont pas, que ce sous-entendu n'est qu'une manière polie de ne pas vérifier. Il resta à regarder son téléphone après que la ligne fut coupée. Et c'est alors que Solange entra avec son chariot et le trouva dans cette position, immobile, le portable à la main et une expression qu'elle avait probablement déjà vue chez des gens qui viennent de constater quelque chose qu'ils ne voulaient pas constater. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Je viens d'appeler ma mère, dit-il. 8 minutes. Elle vit seule dans un village du Gard et la conversation a duré 8 minutes. » Solange posa son chariot de côté et resta debout près de la porte. « Et c'était suffisant ?» demanda-t-elle. De sa voix directe et sans jugement habituel, la voix de celle qui demande parce qu'elle veut comprendre et non parce qu'elle veut provoquer. Il la regarda. « Je ne sais plus ce qui est suffisant, dit-il. J'envoie de l'argent chaque mois. J'appelle chaque semaine. Je crois que j'ai fini par me convaincre que c'était assez parce que l'alternative serait d'y aller. Et y aller est une chose que je n'arrive plus à faire depuis longtemps. Vous avez peur de ce que vous allez trouver ?
Il resta silencieux. Puis il dit, avec une honnêteté qui le surprit, « J'ai peur de ce que je vais comprendre une fois là-bas. » Solange le regarda un instant, puis elle dit doucement, « Parfois, c'est exactement ce que nous avons besoin de comprendre. » Ils ne parlèrent plus du sujet cette nuit-là. Mais la phrase resta, et dans les jours qui suivirent, Raphaël Montfort se surprit à penser à Quissac d'une manière différente de ces dernières années. Non pas la pensée qui se referme immédiatement avant de devenir un projet concret, mais une pensée qui restait ouverte, qui s'attardait, qui laissait entrer certaines des images qu'il avait appris à maintenir à une distance de sécurité. Sa mère portant de l'eau sur sa tête quand il était petit. Le jardin où son père lui avait appris le nom des plantes qui poussaient sans qu'on le demande. La route départementale qui menait à la ville plus grande. Le chemin qu'il avait pris le jour où il était parti avec un sac à dos et la détermination de quelqu'un qui avait décidé que le monde était plus grand que l'endroit où il était né. Le monde avait été plus grand. Il l'était. Mais il y avait quelque chose qui était resté sur cette route de terre qu'il n'avait pas emporté avec lui et que toutes les années parisiennes n'avaient pas réussi à reproduire. À la mi-juin, par une nuit plus calme que les autres, Raphaël resta au bureau plus tard sans raison de travail précise. Il était simplement assis, avec une tasse de café déjà froid, quand Solange passe à la porte et qu'il dit, sans trop réfléchir, « Avez-vous déjà voulu retourner quelque part sans y parvenir ?» Elle entra. Elle resta debout près de la table. « Oui, dit-elle. Et y êtes-vous retourné ?»« Je suis retourné, quand ma mère est tombée malade. Je suis retourné en Bretagne et j'y suis resté 3 semaines. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'ont de sens que quand on est là-bas, qu'on ne peut pas voir de loin. Et c'était difficile de revenir ici après? Très difficile. Parce que quand vous y allez, vous comprenez l'ampleur de ce que vous ne voyez plus, et alors il devient plus difficile de faire semblant de ne pas savoir. » Raphaël regarda la table. « Au bout d'un moment, dit-il lentement, il devient de plus en plus difficile d'y aller parce qu'on sait qu'on va devoir affronter exactement cela. Et alors le temps passe, et l'ampleur de la chose grandit avec le temps, et un jour, on réalise que cela fait 11 ans. » Solange le regarda. « 11 ans ?» dit-elle, d'une voix qui n'était pas de l'incrédulité, mais juste le poids de la confirmation. Il acquiesça. Et le silence qui suivit avait une qualité différente de tous les silences précédents. C'était le silence d'une confession sortie sans ornement, sans justification, sans l'appareil protecteur qu'il plaçait normalement autour des choses qui coûtaient le plus à dire. Cette nuit-là, quand il sortit de l'immeuble et marcha jusqu'à l'endroit où il avait garé sa voiture, Raphaël Montfort resta immobile sur le trottoir un instant, regardant la ville qu'il avait bâtie comme foyer sans demander la permission à l'endroit qui était encore en lui comme son premier foyer. Le froid sec de juin coupait l'air de la Défense. Les bus passaient avec cette luminosité orangée. Et quelque part à 7 heures de route de là, Madame Lourdes Montfort dormait probablement, sans savoir que le fils qui envoyait de l'argent chaque mois et appelait chaque semaine venait de dire à voix haute, pour la première fois depuis des années, le chiffre exact des années qu'il avait laissé passer. Juillet arriva, et avec lui un calme relatif dont Raphaël avait appris à se méfier au fil des ans à la tête de son entreprise. Les vagues de la crise s'étaient retirées suffisamment pour que l'équipe respire. Les chiffres revenaient lentement vers une direction acceptable, et les jours retrouvaient la structure prévisible qui avait été balayée par les semaines précédentes. C'était le genre de stabilité qui aurait dû apporter du soulagement, et elle en apportait, mais elle laissait aussi un espace plus grand pour que d'autres choses remontent à la surface. Les choses que l'urgence avait maintenues immergées. Camille Fontaine arriva à l'appartement un vendredi soir avec une bouteille de vin et la disposition de quelqu'un qui avait attendu que la période difficile passe pour reprendre quelque chose qui était resté en attente. Elle avait 39 ans, les cheveux châtains coupés aux épaules, et la présence de quelqu'un qui avait appris à occuper n'importe quelle pièce avec l'assurance de celui qui connaît sa propre valeur. Raphaël et elle étaient ensemble depuis 3 ans, une relation née lors d'un événement d'entreprise et qui avait grandi avec la logique ordonnée de 2 personnes qui se respectaient et s'admiraient et qui avaient décidé, à un certain moment, que le respect et l'admiration étaient à la base la plus solide pour une vie partagée. Elle ouvrit le vin. Il essaya d'être présent. Mais il y avait quelque chose cette nuit-là qui créait entre eux un décalage léger,
comme deux musiciens compétents jouant le même morceau sur des tempos imperceptiblement différents. Camille le remarqua, avec cette capacité de lecture qui était l'une des choses que Raphaël admirait le plus chez elle, mais elle ne dit rien ce soir-là. Le samedi matin, alors qu'il était devant son café avec l'attention partagée entre sa tasse et le néant, elle dit d'une voix directe qu'il connaissait bien « Tu penses à quelque chose de précis. Ce n'était pas une accusation, c'était une observation, et il y avait de la tendresse dedans. » Il la regarda. « Je pense à aller dans le sud, dit-il. » Camille resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Voir ta mère. »« Oui. » Elle acquiesça lentement, avec une expression qu'il ne parvint pas à lire complètement sur le moment. « Tu devrais y aller, dit-elle. Je sais que je le devrais, mais cela fait des années que je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a changé maintenant ?» Raphaël regarda sa tasse de café. « Une conversation, dit-il simplement. Mais de la manière dont certaines choses restent gardées trop longtemps, et puis quelqu'un dit quelque chose de simple et la chose ne tient plus à sa place. » Camille le regarda longuement. Puis elle se leva, prit sa tasse, alla vers la fenêtre. La ville de Paris s'étalait en bas, dans un matin de samedi au trafic léger et au ciel dégagé. « Vas-y, Raphaël, dit-elle. N'invente pas d'excuses, ne remets pas au mois prochain. Vas-y. » Il s'était attendu à ce que la conversation soit plus compliquée, qu'elle demande des explications sur le moment choisi, sur ce qui avait déclenché cela maintenant et pas avant. Mais Camille était assez intelligente pour savoir quand une conversation avait plus de substance que ce que la surface montrait, et assez discrète pour ne pas tirer sur le fil avant qu'il ne soit prêt. Dans les jours qui suivirent, Raphaël commença à faire ce qu'il avait fait pendant 11 ans. Il essaya de fixer le voyage et trouva un prétexte pour le décaler. Une réunion qui ne pouvait être reportée. Un rapport qui devait être rendu. Une discussion avec des investisseurs confirmés exactement pour la semaine qu'il avait choisie. Et à chaque report, le coût interne augmentait un peu. Cette couche d'inconfort devenait un peu plus lourde, et la distance de Quissac gagnait un poids qui n'était pas seulement géographique. Ce fut un jeudi soir, alors qu'il était seul au bureau plus tôt que ces dernières semaines, que Solange apparut dans le couloir et il réalisa qu'il y avait quelque chose de différent dans sa propre posture, quelque chose qu'elle lut immédiatement. « Monsieur prévoyait de partir et n'est pas parti, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Il la regarda. « J'ai commencé 3 fois, dit-il. Je n'ai pas atteint la 4e. » Elle resta immobile dans le couloir un instant, puis elle entra et s'appuya sur la table proche de la porte. « Je veux vous demander une chose, dit-elle, utilisant le « tu » qui lui échappait parfois à la place du « vous », surtout quand la conversation devenait plus réelle. Et je veux que monsieur réponde avec honnêteté. Vous pouvez demander. De quoi avez-vous besoin pour réussir à y aller? Il resta à la regarder. La question était trop simple pour la complexité de ce qu'il y avait en lui. Mais parce qu'elle était simple, elle trancha net. J'ai besoin de quelqu'un, dit-il après un silence qui dura plus longtemps qu'il ne l'espérait. Quelqu'un qui ne me connaisse pas de cet endroit, qui n'ait pas l'image que les gens ici ont de moi. Quelqu'un avec qui je puisse penser sans avoir besoin de choisir mes mots. Solange le regarda pendant un temps qui semblait plus long que ce que l'horloge mesurait. Puis elle dit, avec le calme avec lequel elle disait les choses importantes, « Je vous accompagne si monsieur le veut bien. » Raphaël resta immobile un instant. L'offre était arrivée sans affectation, sans le poids de quelque chose mis à disposition comme une faveur ou un geste calculé. Elle était arrivée avec le naturel de quelqu'un qui avait compris ce qui était nécessaire et s'était disposé à l'être tout simplement. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit-il. »« Je sais que je n'en ai pas besoin, dit-elle. Mais j'ai compris ce que monsieur a dit et je pense que cela a du sens. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui regarde de l'extérieur pour réussir à entrer à l'intérieur. » Il resta à la regarder longuement. Une semaine auparavant, cela aurait semblé une idée absurde. Mais il y avait quelque chose dans la proposition qui s'emboîtait dans un besoin qu'il n'avait pas su formuler jusqu'à cet instant, comme une clé qui apparaît avant que la serrure ne soit identifiée. La semaine suivante, Raphaël discuta avec Camille. Il raconta qu'il avait demandé à une employée de l'immeuble de l'accompagner dans le sud, que c'était quelqu'un avec qui il avait discuté pendant les nuits de crise et qui avait, d'une manière qu'il était encore en train de traiter, aidé à voir certaines choses avec plus de clarté. Camille l'écouta avec attention. Elle posa peu de questions.
À la fin, elle dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il devait y aller, mais qu'il y avait une question qu'elle devait poser et qu'elle attendait une réponse honnête. Il dit qu'il acceptait. « Qu'est-ce que tu ressens exactement pour elle ?» demanda Camille. Raphaël resta silencieux un moment. Puis il dit « Je ne sais pas encore, mais je sais que la réponse que je te donne maintenant pourrait ne pas être complète. » Camille acquiesça. « Je préfère l'honnêteté incomplète à la certitude fabriquée, dit-elle. Va dans le sud, Raphaël, rends visite à ta mère, et quand tu reviendras, j'ai besoin que tu saches ce que tu ressens. Pour ta mère, pour moi, pour tout cela, parce que je mérite de savoir et tu mérites de comprendre. » La conversation avait été adulte, douloureuse et honnête, et Raphaël en sortit avec le poids de celui qui a reçu quelque chose de valeur et son coup avec. Le vendredi suivant, il se rendit à l'immeuble tôt, attendit que Solange arrive pour son service et la trouva à l'entrée de service avec son chariot. Elle s'arrêta quand elle le vit. Il dit « Vous êtes toujours d'accord pour venir ?» Elle le regarda une seconde. « D'accord, dit-elle. Le voyage aurait lieu le lundi suivant. Il irait en voiture, il préférait ainsi 7 heures de route au lieu du train qui arrivait directement et trop vite pour ce qu'il avait besoin que ce voyage soit. Il avait besoin de temps. Il avait besoin du chemin se déroulant au fil des heures. Il avait besoin des paysages défilant par la fenêtre. Il avait besoin de tout l'espace entre Paris et Quissac pour que quelque chose en lui s'ouvre au bon rythme. Solange demanda 2 jours de congé à son superviseur sans donner d'explications détaillées et le superviseur accepta sans poser de questions car elle était, selon ses propres mots, l'employée la plus ponctuelle et fiable de l'équipe et qu'elle aurait pu demander 1 mois de congé qu'elle l'aurait gagné par son travail des années durant. Le dimanche soir, Raphaël appela sa mère à l'heure habituelle. La conversation dura 12 minutes, 3 de plus que la moyenne, et à la fin, quand Madame Lourdes dit qu'il ne devait pas s'inquiéter, que tout allait bien, qu'il suffisait d'appeler le dimanche habituel, il dit « Maman, je vais passer cette semaine. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause qui dura 1 seconde et demie et qui contenait en elle une quantité énorme de choses qui ne se transformèrent pas en mots. « C'est bien, mon fils, dit-elle, c'est vraiment bien. » Et dans sa voix, il y avait quelque chose que Raphaël reconnut sans parvenir à le nommer complètement, quelque chose qui était au-delà du plaisir de la nouvelle, quelque chose qui sonnait comme le soulagement de celle qui avait appris à ne plus attendre et qui découvrait en pleine nuit de dimanche qu'il y avait encore quelque chose qui l'attendait sur ce lopin de terre du Gard, où tout avait commencé. La voiture quitta Paris un lundi de juillet à 5h30 du matin, quand la ville était encore dans la transition entre la nuit et l'aube, cette heure où les lumières des lampadaires luttent contre le bleu-gris du ciel sans que l'un ne l'emporte encore. Raphaël conduisait, Solange sur le siège passager avec un petit sac à ses pieds et l'habitude de ceux qui voyagent sans avoir besoin de beaucoup. Ils ne parlèrent pas pendant les 40 premières minutes et ce silence n'était pas de la gêne. C'était le respect mutuel de 2 personnes qui n'avaient pas besoin de remplir le silence pour qu'il soit habitable. Quand ils sortirent de la région parisienne et que le trafic se libéra sur l'autoroute, Solange baissa la vitre de 2 doigts et resta à regarder les pâturages qui commençaient à apparaître des 2 côtés de la voie. Le ciel s'éclaircissait peu à peu, un orange bas à l'horizon, et elle dit sans quitter la fenêtre des yeux, « Vous avez dormi un peu cette nuit ?»« Un peu, dit-il. »« Et monsieur, dit-elle, revenant au traitement plus formel qui oscillait parfois selon le moment. Raphaël sourit légèrement. « Pas du tout, dit-il. » Elle acquiesça comme si la réponse confirmait quelque chose qu'elle avait déjà calculé. Au fil des heures suivantes, le paysage changea avec cette progression lente et inévitable des longs voyages de route. Le vert luxuriant de l'Île-de-France laissa place graduellement à une végétation plus rare, puis à l'ocre jaune du sud qui avait été sec les mois précédents, et enfin au rouge de la terre que Raphaël connaissait depuis petit, cette couleur qui n'existait nulle part ailleurs avec cette intensité spécifique, cette couleur que le cerveau gardait avant même que la mémoire consciente n'ait des mots pour elle. Ils s'arrêtèrent à Valence pour déjeuner dans une cafétéria au bord de la route, le genre d'endroit avec du plastique sur les tables et un menu écrit à la main sur une ardoise qui incluait un plat du jour avec du poulet, un autre avec de la viande, et une option de soupe au pistou que la patronne annonçait avec la fierté spécifique de celle qui sait que le plat de la maison n'a pas de concurrence. Solange commanda le poulet. Raphaël commanda la soupe,
et resta à regarder le bol fumant un moment avant de goûter, comme s'il vérifiait si la mémoire du goût et le goût réel coïncidaient encore. Ils coïncidaient. « Vous aimez la soupe paysanne » dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était l'observation de quelqu'un qui prêtait attention. « Ma mère en faisait » dit-il. « Tous les jeudis matins, il y avait une marmite sur le feu quand je me réveillais. L'odeur restait dans la maison toute la matinée. » Elle le regarda. Puis elle dit doucement « Quelle bonne chose d'avoir ce genre de souvenir. » Il la regarda. « C'est une bonne chose, dit-il. Mais parfois je me demande si elle en fait encore, s'il y a encore quelqu'un pour qui en faire. » Solange resta silencieuse un moment, puis elle dit « Quand je suis retournée en Bretagne pour rendre visite à ma mère, elle avait fait un phare breton sans que personne ne le demande. Elle a dit qu'elle savait que j'allais apparaître. Je n'avais pas prévenu, je suis arrivée par surprise. Mais elle avait fait le gâteau le matin même, comme si elle savait. Comment a-t-elle su? Elle n'a pas su. Elle en faisait tous les jours. Elle attendait sans savoir qu'elle attendait. » Raphaël la regarda avec cette expression qui apparaissait quand elle disait quelque chose qui touchait un endroit plus profond qu'il ne s'y attendait. Puis il regarda son bol et mangea le reste sans rien dire de plus, et le silence était du genre de celui qui survient quand une chose a besoin de décanter avant de continuer. Ils reprirent la route en début d'après-midi. Le soleil du sud était d'un type différent de celui de Paris, pas plus intense nécessairement, mais plus direct, plus honnête d'une certaine façon, sans la brume de pollution qui filtrait la lumière de la capitale. Solange sortit un livre de son sac et lut un moment sans faire de bruit. Raphaël conduisait avec une attention partagée entre la route et les pensées qui arrivaient à mesure que les kilomètres défilaient. En passant par l'Ardèche, alors que l'après-midi était déjà avancé, il dit « J'étais bon en mathématiques, à l'école. Le professeur de maths a été la seule personne, à part ma mère, qui a dit que j'avais des capacités pour quelque chose de plus grand que de rester à Quissac. Et j'ai écouté cela avec l'attention de celui qui avait soif d'entendre. « Et votre père ?» dit Solange sans lever les yeux de son livre. « Ne l'a jamais dit ?» Raphaël resta silencieux un moment. « Mon père ne savait pas dire ces choses, » dit-il d'une voix qui portait de la précaution. Il le montrait autrement. Il était là quand il le fallait. Il travaillait sans se plaindre. Il n'avait pas beaucoup de mots, mais il avait beaucoup de présence. Seulement, quand on est jeune et qu'on veut partir, la présence ne suffit pas. On veut des mots qui libèrent. Et votre mère a donné ces mots? Elle les a donnés. Et je pense que cela a été plus difficile pour elle qu'elle ne l'a jamais admis. Parce que libérer quelqu'un qu'on aime et qui s'en va est une chose qui coûte, même quand on sait que c'est la bonne chose à faire. Solange posa son livre sur ses genoux. Elle regarda la route devant elle. Ma mère m'a dit, quand je suis parti à Paris, qu'elle allait prier pour que je reste et prier encore plus pour que je parte, que la première prière était pour elle et la seconde pour moi, et que quand on aime vraiment, on apprend à prier davantage pour la seconde. Raphaël regarda l'horizon un instant, puis il dit tout bas « Ma mère a dit quelque chose de similaire, pas avec ces mots-là. Mais c'était ce qu'il y avait en dessous. Le soleil commença à descendre quand ils franchirent la limite du Gard. Et Raphaël ne dit rien à ce sujet, mais Solange remarqua qu'il devint plus silencieux. Pas le silence de la fatigue, le silence de quelqu'un qui ressent quelque chose qui arrive de loin et se rapproche à chaque kilomètre. Elle ne posa pas de questions. Elle resta simplement là, à côté, existant avec cette qualité qui était la sienne de n'avoir besoin de rien faire d'autre que d'être présente. La nuit tomba avant qu'ils n'arrivent. Ils s'arrêtèrent dans un petit hôtel à 2 communes de Quissac que Raphaël avait réservé à l'avance. L'endroit était simple mais propre, avec des employés qui avaient l'accent du midi étalé sur les voyelles, et Raphaël resta immobile dans le couloir un moment, après avoir enregistré les 2 chambres, écoutant l'accent du réceptionniste et sentant dans sa poitrine cette chose qui n'était pas exactement de la nostalgie, mais qui était de la même famille. Solange alla dans sa chambre. Il resta assis sur le petit balcon de l'hôtel pendant 1 heure, regardant le ciel de province qui était sombre d'une manière que le ciel de Paris n'était jamais, avec des étoiles que la pollution lumineuse de la capitale effaçait et qui, ici, étaient toutes présentes et visibles, comme si elles avaient attendu que quelqu'un se souvienne de les regarder. Le matin, après un petit déjeuner qui incluait de la fougasse, du fromage de chèvre local et un jus de pommes frais servi dans un verre épais que Raphaël tint à 2 mains comme s'il était fragile, ils reprirent la route. Il n'y avait que 45 kilomètres jusqu'à Quissac,
Mais la route était en partie une petite départementale sinueuse, sur le tronçon final, et chaque virage ramenait une image que le cerveau reconnaissait avant que le raisonnement conscient ne puisse y mettre un nom. Le vieux cerisier au bord du fossé, le calvaire au sommet de la colline qui avait été repeint en blanc quand il était adolescent, et qui semblait plus petit maintenant, mais qui était là. Le panneau d'entrée du village avec la population qui avait augmenté depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, mais qui restait un chiffre qui tiendrait dans un petit quartier de Paris. Raphaël ralentit, non pas parce que la route l'exigeait, mais parce que ses pieds répondaient à quelque chose que son cerveau était encore en train de traiter. Et c'est alors qu'il la vit. Au bord de la route, à 200 mètres devant eux, il y avait une femme de dos. Une femme âgée au dos courbé que le temps avait plié, marchant lentement sous le poids d'un sac volumineux attaché avec une fine corde sur ses épaules. Chaque pas était mesuré, délibéré, le genre de pas de celui qui connaît sa propre limite et avance à l'intérieur de celle-ci sans exagérer ni reculer. C'était un sac de farine ou de pommes de terre, 10 kilos au moins. La corde coupait ses épaules sur sa blouse de coton délavée et elle marchait sur le bord de la route sans regarder sur les côtés, comme si le seul point qui importait était la destination devant elle et que tout le reste n'était qu'un détail. Raphaël freina. La voiture s'arrêta sur le bas-côté avec un crissement sourd de gravier. Solange le regarda. Elle regarda la femme sur la route. Elle le regarda à nouveau. « C'est votre mère », dit-elle tout bas. Ce n'était pas une question. Il avait les deux mains encore sur le volant. Ses articulations étaient blanches. Il ne répondit pas parce qu'il n'y avait pas de réponse disponible à ce moment-là. Il n'y avait que cette image, Madame Lourdes Montfort marchant sur la route avec un sac sur le dos, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si c'était quelque chose qu'elle avait fait toute sa vie et qu'elle allait continuer à faire, peu importe ce que le monde extérieur dirait ou ne dirait pas. Il descendit de la voiture et resta immobile au bord de la route, les pieds sur la terre rouge qu'il avait laissée derrière lui 11 ans auparavant, regardant le dos courbé de sa mère qui continuait d'avancer sans savoir que son fils était là et sentant en lui un poids qui n'était de la nature d'aucune crise qu'il avait affrontée auparavant. Madame Lourdes n'entendit pas la voiture s'arrêter. Le bruit de ses propres pas sur la terre et le poids du sac qui tirait ses épaules vers le bas occupaient toute l'attention que son corps fatigué avait de disponible à cet instant. Elle continuait d'avancer avec cette détermination tranquille de celle à qui l'on a appris, non par des mots mais par des décennies d'expérience, que le chemin ne se raccourcit que lorsqu'on marche, et que s'arrêter pour mesurer ce qui manque coûte généralement plus que de simplement continuer. Raphaël resta figé. Solange était descendue de la voiture, elle aussi, restant derrière lui à une distance respectueuse, comme quelqu'un qui comprend qu'il est présent dans une scène qui n'est pas la sienne, et que sa fonction ici est d'exister sans occuper l'espace qui appartient à un autre. Les pas de sa mère sur la terre étaient un son qu'il avait gardé sans le savoir. Ce bruit spécifique de vieilles sandales sur le gravier rouge qui était différent de tout autre son qu'il avait entendu depuis lors. Et voir son dos, la courbe de ses épaules pressées par la corde, le balancement lent de son corps ajustant le poids à chaque pas, défit quelque chose en Raphaël qui avait été construit tout au long de 11 années pour ne pas être défait. Il ne parvint pas à bouger. Il resta là jusqu'à ce qu'elle arrive à l'entrée de la petite maison en briques crépies de blanc. La même maison, plus petite que ce que sa mémoire avait gardé, mais identique dans son essence, avec le même muret bas et le même jardin de terre battu, avec le vieux cerisier qui avait grandi depuis son départ. Madame Lourdes déposa le sac au sol avec une précaution qui trahissait à quel point ses épaules lui faisaient mal, et se redressa lentement, les mains sur les reins, dans un geste de soulagement qu'elle avait répété probablement des centaines de fois avant ce moment, et que Raphaël n'avait jamais vu parce qu'il n'avait pas été là pour le voir. Et alors, elle se tourna pour s'étirer le dos et regarda vers la route. Tous deux s'observèrent à distance. Il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait dans sa tête à cet instant. Le visage de Madame Lourdes était celui d'une femme qui avait appris, au fil des ans, à ne pas laisser la surface révéler tout ce qu'il y avait en dessous. Il n'y avait pas de surprise excessive, pas de pleurs immédiats, pas de gestes dramatiques que le moment aurait peut-être exigé dans une autre version de cette scène avec d'autres personnes. Il y avait seulement cette plume de calme,
profonde et impénétrable, de celle qui a attendu si longtemps quelque chose qu'elle a appris à exister sans plus attendre, et qui désormais, devant l'arrivée, avait besoin d'un moment pour se rappeler que l'attente était terminée. Elle resta à le regarder pendant un temps qui semblait plus long que ce que l'horloge mesurait. Et alors elle dit, avec cette voix de province qui portait le même accent que son cœur avait gardé, « Mon fils », 2 mots, 7 lettres. Et en elle, il y avait 11 ans de dimanche d'appel de 12 minutes et une vie entière d'amour, du genre de celui qui n'a pas besoin d'explication pour exister. Raphaël marcha vers elle. Quand il fut proche, elle leva la main et la posa sur son visage comme elle l'avait fait quand il était petit, la paume de la main sur la joue, vérifiant s'il était réel. Il ne dit rien. Il n'y avait rien qui puisse dire ce qui devait être dit à cet instant sans l'amoindrir. Ils restèrent ainsi un instant à l'entrée de la maison, puis elle retira sa main et ramassa le sac de farine au sol, avec l'habitude de celle qui n'attend pas qu'on l'aide. Raphaël prit le sac avant qu'elle ne puisse le soulever complètement. Elle ne protesta pas. Elle ouvrit simplement la porte de la maison et entra la première. Solange attendit dehors un moment, et ce fut Madame Lourdes qui se retourna sur le seuil et dit, avec l'hospitalité directe de celle qui ne fait pas de distinction entre qui doit être reçu et qui ne le doit pas, « Entre, ma fille. Ici, personne ne reste à la porte. » La maison avait l'odeur qu'il avait gardée en mémoire, et que la mémoire n'avait pas exagérée. Le bois, la nourriture, l'humidité ancienne des murs de briques que la chaleur du jour avait chauffé et que l'après-midi refroidissait doucement. La cuisine était petite et organisée avec le soin de celui qui a peu d'espace et sait utiliser chaque centimètre. Sur le mur du couloir, il y avait 3 photographies encadrées. Monsieur Antoine le jour de son mariage, Raphaël à 6 ans dans son uniforme d'écolier et une photo d'eux ensemble qu'il ne reconnut pas immédiatement et qui, en s'approchant, s'avéra être d'une visite qu'il avait faite il y avait plus de 15 ans, avant même d'avoir son entreprise, quand il était encore à Paris essayant de bâtir quelque chose à partir de rien. Il resta immobile devant les photos un instant. Madame Lourdes était déjà dans la cuisine en train d'allumer le feu. « Tu n'as pas mangé ?» dit-elle depuis la cuisine. C'était une affirmation, pas une question. « J'ai mangé quelque chose sur la route, maman. »« Ça ne compte pas, dit-elle. » Solange apparut à la porte de la cuisine et dit « Puis-je aider à quelque chose ?» Et Madame Lourdes la regarda avec cette évaluation rapide et directe de celle qui passe sa vie à apprendre à lire les gens. Puis elle dit « Tu peux prendre les oignons là-bas dans le panier et les éplucher pour moi si tu veux. » Et ce fut tout, sans cérémonie, sans l'embarras de celui qui ne sait pas quel rôle il occupe dans la scène. Solange prit les oignons et commença à les éplucher, et toutes deux restèrent dans la petite cuisine dans un silence qui devint peu à peu une conversation, de la manière dont les vraies conversations ont l'habitude de commencer, par le bas, sans annonce. Raphaël resta dans le salon. Il s'assit sur la chaise qui avait été celle de son père pendant des décennies et qui était simplement là, occupant l'espace avec la dignité silencieuse des objets qui ont gardé beaucoup de vie. Il regarda autour de lui avec l'attention de celui qui voit et pas seulement regarde. La maison avait été conservée avec un soin qui n'avait pas d'argent derrière lui, mais de la dévotion. Rien n'était cassé qui puisse être réparé. Rien n'était sale. Mais il y avait des signes qu'il commença à remarquer avec cette attention nouvelle que les yeux acquièrent quand ils cessent de voir ce qu'ils veulent voir et commencent à voir ce qui est là. La fenêtre de devant, avec une vitre fêlée réparée avec du ruban adhésif transparent qui avait noirci au soleil. Le tuyau du robinet de l'évier avec un pansement de caoutchouc attaché pour contenir une fuite. Le plafond avec une tache indiquant une infiltration ancienne. La maison que l'argent envoyé chaque mois aurait dû entretenir était entretenue non par l'argent mais par la créativité d'une femme qui avait passé sa vie entière à faire beaucoup avec peu. Où allait donc l'argent? Cette question resta en lui comme un petit caillou, apaisé pour l'instant, attendant le moment d'être soulevé. De l'autre côté du mur, dans la cuisine, Solange et Madame Lourdes parlaient. Il entendait sans écouter les mots, seulement le ton. Et il y avait dans leur ton une qualité de conversation réelle, de celles qui n'ont pas besoin de contexte partagé pour exister, parce qu'elles trouvent le terrain commun directement dans ce qui est humain. Après le dîner qui était modeste par le nom et magnifique par le goût, un ragoût, des pommes de terre et une salade que Madame Lourdes
assaisonné avec du citron et du gros sel, comme s'il s'agissait du secret d'une recette jalousement gardée. Raphaël aida sa mère à porter les assiettes vers l'évier. Elle lava, il essuya, et dans ce geste simple et domestique, il y avait une récupération infime de quelque chose que les 11 années avaient laissé en suspens. « Maman, dit-il, tout en essuyant une assiette, qu'as-tu fait de l'argent que j'ai envoyé ?» Elle continua de laver sans s'arrêter. « Je l'ai gardé, dit-elle simplement. »« Tu l'as gardé où ?»« Ici même, dans un endroit sûr. »« Mais tu ne l'as pas dépensé pour la maison, dit-il. Il y a des choses ici qui avaient de besoin de réparation et qui n'ont pas été réparées. » Elle passa une éponge sur le dernier verre avec calme. « Le nécessaire a été réparé, mon fils. »« Nécessaire du point de vue de qui, maman ?» Elle posa le verre sur l'égouttoir et se tourna pour le regarder avec cette expression directe qui avait été la sienne depuis qu'il s'en souvenait. « Du point de vue de celle qui n'avait pas besoin de l'argent de son fils pour se sentir aimée, dit-elle. » La phrase portait bien plus en elle que ce que les mots transportaient en surface, et Raphaël la garda en main comme si elle était lourde, parce qu'elle l'était. Plus tard, alors que Madame Lourdes était déjà allée se reposer, Solange et Raphaël restèrent assis sur le perron de devant. Le ciel de province était rempli de ces étoiles qui n'existaient que loin des lampadaires de la Défense. Un coq chanta au loin, ce qui était étrange à cette heure de la nuit, mais que ni Raphaël ni Solange ne commentèrent. Elle dit, regardant le ciel, « Votre mère est une femme extraordinaire. » Il resta à regarder l'obscurité au-delà du muret. « Je sais, dit-il. Je l'ai toujours su. Seulement savoir et être présent sont deux choses différentes. » Solange resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Elle m'a demandé dans la cuisine ce que je faisais. Je lui ai dit que je faisais le ménage dans l'immeuble. Elle a demandé si j'aimais ça. Et j'ai dit que j'aimais bien faire ce qui doit être fait, que cela ne dépendait pas de la tâche. Elle a dit que c'était exactement la bonne réponse. » Raphaël la regarda. « Et qu'a-t-elle demandé d'autre ?» Solange laissa un petit silence. « Elle a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai parlé de Gabriel. Elle a voulu savoir son âge, si elle allait à l'école, si elle allait bien. Ce genre de questions. Seulement ce genre-là, dit-il. Elle le regarda. Elle ne répondit pas immédiatement. Et dans l'espace de la non-réponse, il y avait une information qu'il ne redemanda pas parce qu'il avait compris que le moment de comprendre complètement n'était pas encore venu, mais qu'il arrivait inévitablement, avec le même calme et la même certitude avec lesquels le matin arriverait sur ce coin de terre du Gard, quand le ciel étoilé laisserait place, une par une, à la clarté qui précède le soleil. Le lendemain matin à Quissac, arriva avec le soleil du midi qui ne demande pas la permission, ce soleil qui apparaît au-dessus de l'horizon avec une détermination sans équivalent. Raphaël se réveilla dans la chambre d'amis de la maison de sa mère, sur un matelas qui avait été le sien pendant des années à l'adolescence et qui avait rétréci dans sa mémoire, mais qui était là, intact, avec la même couverture bleue que Madame Lourdes avait tricotée lors d'un hiver, qu'il ne parvenait pas à dater exactement mais qui avait existé. L'odeur du café était déjà dans l'air avant même qu'il n'ouvre les yeux, ce café filtré qui avait une couleur et un corps que les cafés parisiens ne reproduisaient jamais. Il resta allongé un moment avant de se lever, regardant le plafond de bois avec une longue fissure qui avait grandi depuis la dernière fois qu'il était venu. Il entendit la voix de sa mère dans la cuisine discutant avec quelqu'un, puis reconnut la voix de Solange répondant. Et il y avait quelque chose dans ce son de deux femmes discutant dans la cuisine, tôt le matin, qui était d'une normalité si simple et si humaine qu'il le garda en lui un instant avant de se lever. Dans la cuisine, Madame Lourdes faisait griller des tartines sur la cuisinière et Solange était debout près de l'évier en train de laver les verres de la veille, toutes deux avec le naturel de celles qui occupent le même espace depuis assez longtemps pour que leurs mouvements ne s'entrechoquent pas. Raphaël s'arrêta sur le seuil une seconde avant d'entrer, et sa mère le regarda avec cette expression qui avait toujours été la sienne, ce mélange de fermeté et d'accueil qui n'avait pas besoin de mots. « Bonjour mon fils, dit-elle sans s'arrêter. Assieds-toi, c'est prêt. » Il s'assit à table. Solange posa une tasse de café devant lui sans que personne ne le demande, de la même manière qu'elle avait posé un sandwich dans une cafétéria de bureau des mois auparavant, avec ce naturel de celle qui fait ce que le moment exige, sans transformer l'action en geste théâtral. Il la regarda une seconde avec une gratitude qui portait sur plusieurs choses à la fois. Pendant le petit déjeuner,
Madame Lourdes parla du village avec une sérénité qui contenait, par-dessous, une quantité d'informations qu'elle ne livrait pas tout d'un coup. Elle dit que le marché avait changé de place, que le ruisseau avait séché 2 étés de suite, mais était revenu avec les pluies d'avril, que la fille de la voisine avait eu un fils et que le petit était beau et ressemblait à son grand-père parti quelques années plus tôt. Raphaël écoutait avec attention, et cette attention était différente de celle des appels du dimanche. C'était l'attention de quelqu'un qui était vraiment présent, qui recevait chaque détail comme s'il était important, parce qu'il l'était, parce que c'était la vie de sa mère racontée par petits morceaux concrets qu'il avait manqué pendant 11 ans de distance. Après le café, il dit qu'il voulait faire un tour dans le village. Madame Lourdes dit qu'elle allait laver les affaires et qu'il devait revenir déjeuner avant midi parce que le soleil devenait méchant après 10 heures. Solange dit qu'elle l'accompagnait, s'il n'y voyait pas d'inconvénient, qu'elle voulait voir à quoi ressemblait l'endroit. Il dit que oui, bien sûr. Ils marchèrent dans le village sous le soleil matinal, encore tolérable mais annonçant déjà ce qui allait venir. Les rues étaient pour la plupart goudronnées mais étroites, avec quelques trottoirs irréguliers que le temps avait fissurés. Les maisons étaient petites, peintes dans des couleurs que le soleil avait délavées vers des versions plus douces d'elles-mêmes, un bleu clair qui avait été bleu roi, un jaune qui avait été orange, un vieux rose qui avait été rouge. Il y avait une petite épicerie que Raphaël reconnut au nom peint sur le mur, bien que la peinture soit neuve. Il y avait l'école où il avait étudié, avec une nouvelle fresque sur la façade qui incluait le nom d'anciens élèves s'étant distingués, et parmi les noms se trouvait Raphaël Montfort, chef d'entreprise, Paris, qu'il lut avec un sentiment compliqué, mêlant fierté et étrangeté. Solange s'arrêta devant la fresque. Elle lut le nom sans commenter. Puis elle dit « Vous saviez que vous étiez ici ?»« Non, dit-il. » Elle le regarda. « Votre mère doit le savoir. »« Probablement, dit-il. » Et il resta à regarder son propre nom sur le mur de l'école où il avait appris ses premières leçons et ressentit cette étrangeté spécifique de voir sa propre histoire résumée en une ligne, alors que toute la vie qu'il y avait entre l'enfant de cette école et l'homme devant ce mur ne tenait sur aucune surface peinte. Au retour, passant par une rue parallèle, ils rencontrèrent Monsieur Gérard. Monsieur Gérard avait 82 ans. Il était le voisin d'enfance du père de Raphaël et avait été la personne la plus proche de Monsieur Antoine durant ces dernières années. C'était un homme grand que le temps avait légèrement courbé, avec des yeux très vifs dans un visage marqué par des décennies de soleil, et qui reconnut Raphaël de loin avec une joie qui n'avait rien de fin. « Petit Raphaël, dit-il, lui serrant la main avec une fermeté qui ne collait pas avec ses 82 ans, tu es parti gamin et tu reviens un homme accompli. Ton père serait bien fier. » Raphaël serra la main du vieil homme avec précaution. « Ravi de vous voir, monsieur Gérard. » Le vieil homme regarda Solange avec une curiosité polie et Raphaël la présenta comme une amie venue avec lui pour le voyage. Monsieur Gérard acquiesça avec cette discrétion des anciens qui en comprennent plus qu'ils n'en disent. Puis il devint sérieux, non pas d'un sérieux de problème, mais de celui de quelqu'un qui a quelque chose à dire qu'il a gardé et qui a trouvé le moment opportun. « J'ai essayé de te contacter, mon gars, dit-il, 2 ou 3 fois au fil des ans. J'ai laissé des messages sur le téléphone fixe que ta mère avait quand tu n'avais pas encore changé de numéro. Je ne sais pas s'ils sont arrivés jusqu'à toi. » Raphaël le regarda. « De quoi aviez-vous besoin, monsieur Gérard ?» Le vieux fit une pause. « Laissons ça pour un autre moment, dit-il. Ce n'est pas une conversation de trottoir, mais passe chez moi plus tard, nous discuterons. » Raphaël dit qu'il passerait. Et quand le vieil homme fut parti, Solange marcha à ses côtés en silence pendant presque un demi-pâté de maison avant de dire, de sa voix calme habituelle, « Cela semble important. »« Ça l'est, dit-il. »« Vous voudrez y aller seul ?» Il réfléchit une seconde. « Je ne sais pas encore, dit-il. » Elle acquiesça. « C'est entendu. » Le déjeuner chez Madame Lourdes était le genre de déjeuner qui n'existe que dans les maisons de province où la maîtresse de maison a passé sa vie entière à apprendre à transformer des ingrédients simples en nourriture empreinte d'affection. Un poulet fermier aux herbes de Provence, des haricots verts du jardin, des pommes de terre sautées que Madame Lourdes avait posées sur la table avec le soin de celle qui présente quelque chose de spécial sans avoir besoin d'annoncer que c'est spécial.
Solange mangea avec ce plaisir sincère de celle qui ne faim pas. Elle fit l'éloge du poulet avec une précision qui fit sourire Madame Lourdes d'une manière que Raphaël avait peu vue dans sa vie, le sourire de celle qui reçoit un compliment de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après le déjeuner, alors que Madame Lourdes se reposait dans sa chambre selon l'habitude due à la chaleur, Raphaël sortit marcher. Il avait besoin d'air, il avait besoin du mouvement de ses pieds sur le sol pour organiser ce qu'il y avait en lui. Il marcha jusqu'au bord du ruisseau et resta à regarder la surface de l'eau où le soleil se brisait en points blancs. Il était là quand son portable vibra. Un message de Camille. Elle demandait comment cela se passait. Il répondit que c'était plus difficile et plus nécessaire qu'il ne l'avait imaginé. Elle répondit avec un simple cœur, puis écrivit « Prends soin de toi aussi ». Il resta à regarder le message un moment. Il y avait une tendresse sincère là-dedans, et la tendresse sincère avait un poids différent de la tendresse protocolaire, et Raphaël était dans un jour où il parvenait à sentir la différence. L'après-midi, il se rendit chez Monsieur Gérard seul. La maison du vieil homme était en pierres apparentes, avec une longue terrasse où 2 chaises en paille encadraient un chat endormi. Monsieur Gérard l'accueillit avec un jus de pomme frais et sans détour. « Ta mère a vendu ces quelques bijoux, mon gars », dit le vieil homme une fois qu'ils furent assis. « Il y a environ 8 ans. Elle a aussi vendu cette vieille commode qui appartenait à sa mère, qui avait une valeur de famille. Et elle a mis en gage une chaîne en or que ton père lui avait offerte pour ses 40 ans. » Raphaël regarda le vieil homme. « Pourquoi ? Parce que l'argent que tu envoyais est arrivé avec des mois de retard juste après le départ de ton père, » dit le vieil homme d'une voix plane, comme s'il racontait simplement ce qu'il avait vu. « Il y a eu une période où tu étais au milieu de cette grande négociation d'entreprise et les paiements ont tardé. Elle avait une dette à l'épicerie, petite mais que le propriétaire réclamait avec insistance. Elle n'a pas voulu te demander parce qu'elle ne voulait pas te déranger. Alors, elle a vendu ce qu'elle avait. » Raphaël resta immobile. « Et quand elle est tombée malade, » continua le vieux, « il y a 2 ans environ. Sa tension artérielle qu'elle n'a pas racontée. Je l'ai moi-même emmenée au dispensaire 2 ou 3 fois parce qu'elle ne voulait pas t'inquiéter. Elle disait que tu avais une grande entreprise, beaucoup de responsabilités, qu'on n'avait pas besoin de te mettre au courant des problèmes de santé des vieux. » Raphaël regarda la surface de son verre sans boire. Il y avait un poids qui se posait sur lui peu à peu, comme une pluie fine qui ne fait pas de bruit mais qui détrempe. « J'ai essayé de te prévenir, mon gars, » dit le vieil homme sans amertume. « J'ai laissé des messages. Mais je comprends que la vie à la capitale est trépidante et que les choses se perdent au milieu. Je ne te fais pas de reproches. Je te le raconte parce que tu es ici maintenant et parce que ton père était mon ami depuis 50 ans et je pense qu'il aurait voulu que tu saches. » Raphaël resta silencieux un long moment. Puis il dit, d'une voix enrouée par le poids intérieur, « Merci, monsieur Gérard. » Le vieil homme acquiesça. Puis il dit, avec une douceur inattendue dans une voix si directe, « Ta mère a les yeux plus vifs ce matin que je ne les ai vus depuis longtemps, mon gars. Cela aussi est vrai. Et cela vaut plus que tout ce que je t'ai raconté. » Raphaël quitta la maison du vieil homme d'un pas plus lourd qu'à son arrivée. Il erra dans le village sans direction précise pendant un moment, laissant les rues le mener par le chemin qu'il connaissait par cœur, mais qu'il avait cessé de parcourir. Et quand il arriva devant la maison de sa mère et vit la lumière jaune allumée à la fenêtre de la cuisine, avec les silhouettes de Madame Lourdes et de Solange s'y déplaçant, il ressentit quelque chose qu'aucune feuille de calcul faite ces 11 dernières années n'aurait pu contenir. Le lendemain matin, Raphaël emmena sa mère chez le médecin. Ce ne fut pas une conversation facile à entamer. Il était assis à la table du petit déjeuner quand il dit, de cette voix directe qu'il avait apprise à utiliser dans les situations où les détours coûteraient plus cher que la ligne droite, « Maman, je veux t'emmener chez le médecin aujourd'hui. » Elle lui tournait le dos, remuant une casserole sur la cuisinière. « Ce n'est pas nécessaire, mon fils, je vais bien. Je sais que tu dis que tu vas bien, mais j'ai appris pour ta tension. » Elle s'arrêta de remuer une seconde, puis elle continua, plus lentement. « Gérard a parlé, dit-elle. Ce n'était pas une accusation contre le vieil homme, juste un constat. Il a parlé, et il a bien fait. On y va aujourd'hui, maman. Il y a un cabinet médical ici au village, et il y a une clinique dans la ville voisine où l'on arrive en 40 minutes. » Elle tourna son visage de profil. « Je ne vais pas dépenser ton argent pour un médecin inutilement.
Ce n'est pas inutile, maman. Et ça ne va rien dépenser parce que c'est moi qui paie, et je ne considère pas cela comme une dépense. Il y eut une pause où le feu de la cuisinière crépita avec son propre rythme. Puis Madame Lourdes éteignit le feu, posa la cuillère sur le bord de la casserole et dit, sans se retourner complètement, « Je déteste les médecins. Je sais, dit-il, moi aussi. Mais on y va quand même. » Elle resta silencieuse. Puis, avec une voix qui portait en elle la reddition de celle qui avait mené la bataille trop longtemps et qui laissait désormais quelqu'un l'aider sans que cela soit une défaite. « D'accord, mon fils. » Solange resta à la maison pendant que Raphaël allait à la pharmacie du village acheter le tensiomètre qu'ils utiliseraient avant de partir. La mesure initiale était trop haute pour être ignorée. Raphaël regarda le chiffre sur l'écran avec cette attention de celui qui lit une information confirmant ce qu'il ne voulait pas être vrai. La clinique se trouvait à Nîmes, à 42 km de là. Le médecin était jeune et avait la compétence calme de celui qui a choisi sa fonction avec intention. Il fit l'examen avec soin, discuta avec Madame Lourdes, sans la hâte que les médecins de ville ont l'habitude d'avoir quand la salle d'attente est pleine, et à la fin, il appela Raphaël pour discuter à part dans le couloir. « L'hypertension n'est plus contrôlée correctement depuis au moins 2 ans, dit-il. Il y a des périodes de mesure qui montrent des pics qui doivent être traités avec régularité, pas seulement quand les symptômes apparaissent. Elle a eu besoin d'un traitement continu et ne l'a pas pris avec la régularité nécessaire. Probablement parce que l'accès au cabinet ici est irrégulier et parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour assurer le suivi. » Raphaël resta les mains dans les poches dans le couloir blanc de la clinique. Combien de temps aura-t-elle besoin de suivi? De manière régulière toute sa vie, dit le médecin avec l'objectivité gentille de celui qui a l'habitude de livrer ce genre d'informations. Mais avec un contrôle adéquat et le bon traitement, sa qualité de vie peut être très bonne. Le problème, c'est quand cela reste sans contrôle pendant de longues périodes. Et ça l'a été? Le médecin le regarda. Les mois où elle a été sans traitement régulier coïncident avec au moins 3 périodes ces 2 dernières années. Raphaël assimila cela. Il retourna dans la salle où sa mère était assise, son sac sur les genoux, dans cette posture de celle qui attend ce qui vient sans anticiper. Il s'assit à côté d'elle. Il prit sa main, une main petite et travaillée, avec les articulations épaisses de décennies de travail et la peau rugueuse que le soleil et l'eau froide du puits avaient façonnée au fil des ans. Madame Lourdes regarda la main de son fils sur la sienne. Elle ne dit rien, mais elle la serra doucement. Au retour, avec l'ordonnance en main et une demande de suivi régulier au cabinet du village, Raphaël fut silencieux durant presque tout le trajet. La route passait par une étendue de terre sèche, où l'horizon était large et ouvert, comme une sentence qui n'avait nulle part où finir. Madame Lourdes regardait par la fenêtre avec ce calme qu'elle avait appris à avoir face aux choses qu'elle ne pouvait changer, et qu'elle apprenait peut-être désormais à avoir aussi face aux choses qu'elle pouvait changer. « Maman, dit-il à quelques kilomètres du village, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle resta silencieuse un moment, puis elle dit « Parce que tu as ta vie, mon fils, ton entreprise, ton appartement, tes responsabilités. Je ne voulais pas être une chose de plus à résoudre pour toi. Tu n'es pas une chose, maman. Je sais que je n'en suis pas une. Mais quand on aime, on a peur de peser. » Raphaël regarda la route devant lui. La phrase était arrivée avec cette précision qu'ont certaines phrases pour frapper l'endroit exact où la vérité était gardée, sans cérémonie. « Je suis allé au cabinet avec Gérard les fois où j'en ai eu besoin, continua-t-elle. Je n'ai pas manqué de soins. J'ai manqué de le raconter. Il y a une différence énorme entre les deux, maman. » Elle acquiesça avec ce calme. « Il y en a une, dit-elle. Mais sur le moment, on ne la voit pas parce que l'amour brouille la vue. » Ils arrivèrent au village en fin d'après-midi, alors que le soleil était déjà bas et que la lumière dorait tout. Solange était sur la terrasse quand la voiture entra dans la rue, assise sur l'une des chaises avec un livre sur ses genoux, qu'elle ferma quand elle les vit arriver. Elle regarda Raphaël avec une interrogation discrète dans les yeux, et il secoua légèrement la tête, le geste de celui qui dit que c'était comme prévu, mais qu'il y avait plus. Cette nuit-là, après que Madame Lourdes fut allée se reposer, Raphaël et Solange restèrent dans la cuisine. Il était debout, appuyé contre le comptoir, et elle était assise sur l'une des chaises, les 2 coudes sur la table, sa posture pour les conversations qui avaient de la substance. 2 ans, dit-il, 2 ans sans contrôle de tension adéquate,
Et cette période commence exactement quand j'étais au milieu de cette négociation qui a échoué, la période où j'étais plus absorbé par l'entreprise que je ne l'avais jamais été. Elle resta à le regarder sans rien dire. J'appelais chaque semaine, dit-il. Elle disait qu'elle allait bien. Je la croyais. Mais la vérité, c'est que je la croyais parce qu'il était plus facile de croire que de poser des questions plus profondes. Solange resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Vous êtes très dur avec vous-même. » Je suis honnête. Les deux peuvent être vrais en même temps, dit-elle. Vous ne saviez pas. Elle ne l'a pas dit. Et maintenant vous êtes ici. Vous l'avez emmené chez le médecin. Vous avez l'ordonnance en main et vous allez garantir le suivi. Cela compte. Mais les 2 ans comptent aussi. Ils comptent. Et vous allez vivre avec cela d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous allez vivre avec cela comme une culpabilité qui paralyse ou comme une compréhension qui change quelque chose. Il resta à la regarder. Il y avait un silence entre eux qui était différent des silences précédents. C'était le silence de 2 personnes qui étaient arrivées, par la longue route de mois de conversation, de jours de voyage et d'heures d'une province qui dépouille les gens de ce qui n'est pas essentiel, à un endroit où les choses étaient simples, directes et réelles. « Solange, dit-il. » Elle le regarda. « Je dois vous demander une chose. » « Vous pouvez demander. Pourquoi êtes-vous venu ? Pas par obligation, pas par politesse. Pourquoi, vraiment ?» Elle resta silencieuse pendant un moment plus long que les précédents. Puis elle dit, avec cette voix directe habituelle, mais avec une qualité plus basse, « Parce que quand vous avez dit que vous aviez besoin de quelqu'un qui ne vous connaisse pas de cet endroit pour réussir à regarder à nouveau votre mère, j'ai compris ce qui était demandé. Et parce que j'ai pensé que je pouvais être cette personne. C'est tout. » Elle le regarda avec une expression qui n'était pas de l'esquive, mais l'honnêteté de quelqu'un qui choisit ses mots avec le soin de celui qui en connaît le poids. « Pas seulement ça, dit-elle, mais le reste est une réponse que j'ai besoin que vous soyez prêt à entendre avant que je ne la donne. Et je pense que ce n'est pas encore le bon moment. » Il resta à la regarder. « Pourquoi pas maintenant ? Parce que vous êtes encore en train de traiter beaucoup de choses à la fois, dit-elle. Et parce que quand je donnerai cette réponse, je veux que ce soit à un moment où vous pourrez être entier pour la recevoir. » La cuisinière avait une braise qui durait encore dans un coin, et son crépitement était le seul son en dehors de leur respiration et du vent léger qui entrait par la fenêtre. Raphaël resta à regarder Solange avec une clarté qui arrivait lentement, mais qui arrivait, ce genre de clarté qui n'est pas un éclair mais une aube, qui n'illumine pas tout d'un coup, mais montre les formes avec la patience de la lumière qui croît. Il dit « Très bien, quand vous penserez que c'est le moment. » Elle acquiesça. Puis elle dit, avec la légèreté revenue dans sa voix, « Maintenant, allez dormir. Demain sera une autre journée bien remplie. » Et elle l'était. Mais Raphaël Montfort alla dans sa chambre au vieux matelas et à la couverture bleue, avec la sensation que, pour la première fois en 11 ans, il était arrivé dans un endroit qui n'était pas seulement celui où il était né, mais celui où certaines choses en suspens depuis trop longtemps commençaient enfin à se résoudre. La voiture de Camille apparut dans la rue le mercredi après-midi et Raphaël la reconnut au modèle avant de reconnaître la conductrice. Il était dans le jardin aidant Madame Lourdes à tailler les herbes aromatiques qui avaient trop poussé quand il entendit le moteur, regarda vers la rue et resta figé avec le sécateur à la main, 1 seconde avant de se lever. Camille descendit avec ce genre de prestance qui était la sienne en toute situation, bien habillée même après un voyage de près de 7 heures, avec une petite valise à la main qu'elle avait apportée parce qu'elle était le genre de personne qui ne se présentait nulle part sans le nécessaire. Elle regarda Raphaël avec cette expression qu'il connaissait bien, mêlant affection et évaluation, puis elle regarda le jardin, la maison, le vieux cerisier, et il y avait dans ce regard une curiosité sincère. Il alla au portail. Ils se saluèrent par une étreinte honnête, mais qui portait en elle la conscience de choses non dites en attente. « Tu aurais dû prévenir que tu venais, » dit-il, non comme un reproche, mais comme un constat. « Je sais, dit-elle, mais j'avais besoin de voir. » Elle entra. Madame Lourdes sortit de la cuisine, les mains sur son tablier, et regarda Camille avec cette évaluation silencieuse de celle qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se forger une impression. Camille alla vers elle avec un naturel que Raphaël n'avait pas prévu et dit « Madame Lourdes, je suis Camille. Enchanté. Désolé de paraître ainsi par surprise.
Madame Lourdes la regarda un instant, puis elle dit « Il n'y a pas de mauvaise surprise quand la personne vient avec de bonnes intentions. Entre. » Solange était à l'intérieur, revenant de la salle de bain avec un torchon à la main, et croisa Camille dans le couloir. Elles s'observèrent un instant, 2 instants, avec cette mesure silencieuse qui survient parfois entre des femmes qui en comprennent plus que ce qui est dit. Camille dit bonjour avec une courtoisie sincère. Solange répondit de même, et aucune des deux ne transforma ce moment en plus qu'il n'était. 2 personnes se rencontrant pour la première fois dans le couloir étroit d'une maison de province. Raphaël resta dans le jardin un moment, après que tout le monde fut entré. Il regarda le cerisier, le ciel qui commençait à changer de couleur en fin d'après-midi, et respira avec la conscience de celui qui sait que les heures à venir exigeront plus de clarté qu'il n'en a de disponible. Madame Lourdes, avec la sagesse pratique de celle qui a assez vécu pour comprendre quand une situation a besoin d'espace, dit qu'elle allait faire du café et que tout le monde pouvait s'asseoir sur la terrasse. Solange dit qu'elle allait l'aider, et toutes deux allèrent à la cuisine, laissant Raphaël et Camille dans le salon. Ils restèrent assis l'un en face de l'autre. Le salon était petit, avec les photographies au mur et la chaise du père que Raphaël avait occupée le premier soir. Camille regarda autour d'elle avec attention, non pas l'attention de celui qui juge, mais celle de celui qui essaie de comprendre un contexte qui compte. « Comment ça se passe » demanda-t-elle. « Difficile, dit-il. Nécessaire. Les deux ensemble. » Elle acquiesça. « Tu es allé chez le médecin avec elle ?»« Oui, hypertension sans contrôle depuis 2 ans. Elle va avoir besoin d'un suivi régulier. Je suis déjà en train d'organiser un système de visites périodiques et je vais engager quelqu'un du village pour assurer le suivi de la médication quotidienne. »« Bien, dit-elle. Pause. Et le reste ? » ?»« Le reste de quoi ?» Elle le regarda avec cette expression qui n'acceptait pas les faux fuyants. « Le reste. Ce que tu ressens au-delà de la culpabilité pour sa santé. » Raphaël resta silencieux un moment. Puis il dit « Je sens que j'ai passé 11 ans à créer une vie qui est réelle et qui est la mienne, mais que je l'ai bâtie sur une lacune que j'ai fait semblant de ne pas voir. Et que cette lacune était ici tout le temps, à m'attendre. »« Et Solange ?» dit Camille, d'une voix directe et sans cruauté, comme celle qui préfère la douleur rapide de la vérité à la douleur lente de l'esquive. Il la regarda. Il avait promis l'honnêteté. Et Camille avait donné à leur relation 3 ans de présence réelle et de tendresse sincère. Ce passé méritait exactement ce qui était demandé. « Elle a atteint un endroit en moi que je ne savais pas avoir, » dit-il. Pas de manière calculée ni intentionnelle, simplement parce que c'est le genre de personne qui voit sans avoir besoin de permission, et qui a dit les bonnes choses au moment où j'étais le moins armé pour les entendre. Camille resta à le regarder un long moment. Puis elle dit « Je le savais, Raphaël. Je ne savais pas le nom. Je ne savais pas qui c'était. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent en toi ces dernières semaines. Et ce n'était pas la crise de l'entreprise. »« J'aurais dû te le dire avant, » dit-il. « Tu ne le savais pas encore toi-même, » dit-elle. « Je connais la différence entre le mensonge et le cheminement. » Il resta silencieux. Puis il dit « Je ne veux pas te blesser. »« Ça blesse déjà, » dit-elle, avec une sérénité qui était celle de quelqu'un qui était arrivé là avec les idées claires. « Mais ça blesse plus quand c'est un mensonge ou une omission. Ici, c'est la vérité. Et la vérité fait mal d'une façon qui laisse une issue. » Sur la terrasse, Madame Lourdes et Solange apportèrent le café. Tous les 4 s'assirent, et il y avait dans ce moment une qualité étrange et réelle à la fois. 4 personnes réunies par des circonstances qu'aucune n'avait prévues, autour d'une table de terrasse avec le soleil descendant sur l'horizon et les grillons commençant à chanter. Madame Lourdes ne posa aucune question sur ce qui s'était passé dans le salon. Elle servait le café avec son calme habituel et discutait avec Camille du village, des pluies de l'année, du cerisier du jardin. Et il y avait dans cette conversation une dignité que Raphaël observa avec cette attention nouvelle qu'il portait à tout depuis son arrivée. Camille resta cette nuit-là dans une auberge de la ville voisine et elle partit dormir sans que la conversation avec Raphaël n'ait abouti à une conclusion définitive, car les conclusions définitives avaient besoin de temps, et le temps de la province n'était pas le même que celui de la capitale.
Le lendemain matin, Raphaël et Camille marchèrent jusqu'au ruisseau. Il était tôt, le soleil était encore supportable, et le chemin de terre avait ce silence matinal qui semblait différent du silence de toute autre heure. Ils marchèrent un moment sans parler, ce qui avait toujours été l'une des choses qui fonctionnaient entre eux, la capacité de partager le silence sans qu'il ait besoin d'être comblé. Elle parla la première. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour réclamer ni pour rivaliser avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Elle était venue parce qu'elle avait besoin de voir de ses propres yeux la situation. Elle avait besoin de comprendre le contexte où Raphaël avait vécu ces dernières semaines, et parce qu'une partie d'elle avait encore l'espoir que ce qu'elle comprenait soit différent de ce qu'il semblait. « Ce n'est pas différent, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Non, dit-il. Je suis désolé. » Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Tu es sûr de ce que tu ressens ?»« Je ne suis pas sûr de tout encore, mais je sais ce qui est réel. » Elle acquiesça. Elle regarda le ruisseau un instant. Puis elle dit une chose que Raphaël emporta avec lui longtemps après. « Tu es un homme bon, Raphaël. Tu as fait des erreurs et tu continueras d'en faire, comme tout le monde. Mais tu es honnête quand ça compte. Et c'est plus que ce que beaucoup réussissent à être. » Il la regarda. Il y avait de la gratitude dans ce qu'il ressentait, une gratitude faite de respect profond pour celle qu'avait été cette femme durant 3 ans et pour celle qu'elle choisissait d'être à cet instant. Elle fit ses adieux à Madame Lourdes avec peu de mots, mais des mots gentils et vrais. Elle salua Solange d'un signe de tête qui contenait plus de compréhension que la plupart des adieux. Et quand la voiture s'éloigna sur la route, en soulevant un fin nuage de poussière, Raphaël resta immobile au portail de la maison de sa mère, regardant jusqu'à ce que la voiture tourne au coin et disparaisse. Madame Lourdes s'approcha et resta à ses côtés un moment. Puis elle dit, de sa voix basse de celle qui dit une chose mûrement réfléchie, « C'est une femme bien. »« Oui, dit-il. Une femme bien, ce n'est pas la même chose que la bonne personne, dit-elle. » Et elle retourna à l'intérieur. Raphaël resta au portail encore un moment. Le village s'éveillait avec la chaleur qui montait doucement, les poules de quelqu'un traversant la rue plus bas, le son d'une radio à pile d'une maison voisine. Et tout cela était réel, d'une manière que les choses n'avaient pas été réelles pour lui depuis longtemps. Ce genre de réel qui arrive quand on cesse de gérer ce qu'on ressent et qu'on laisse simplement être ce qui est. Il y avait une boîte en métal sous le lit de Madame Lourdes que Raphaël avait vue quand il était enfant, mais qu'il avait complètement oublié au fil des ans, de cette façon dont certains souvenirs d'enfance restent rangés dans des régions de la mémoire si calmes qu'ils ne reviennent que lorsqu'une odeur ou un son spécifique ouvre une porte fermée depuis trop longtemps. La boîte était en fer blanc peinte en vert foncé avec une fleur dessinée sur le couvercle, le genre d'objet qui, dans les années 40, avait été une boîte de biscuits et qui avait ensuite gagné la fonction de garder ce qui était précieux sans être de l'argent. Le jeudi soir, alors que Solange lavait la vaisselle et que Raphaël était assis dans le salon avec la fatigue tranquille de celui qui a traité beaucoup de choses en peu de jours, Madame Lourdes entra avec la boîte dans les mains. Elle resta debout sur le seuil un moment, tenant fermement la boîte des 2 mains, et regarda son fils avec cette expression qu'il avait commencé à apprendre à mieux lire, l'expression de celle qui a pris une décision, après avoir longtemps réfléchi. « Il y a une chose que j'ai gardée pour ton retour, dit-elle. Je ne savais pas quand ce serait, mais je l'ai gardée avec la certitude que cela arriverait. » Elle entra et posa la boîte sur la table basse en bois, à côté de la chaise de son père. Raphaël resta à la regarder sans bouger. Il y avait dans le poids des mouvements de sa mère quelque chose qui signalait que ce qu'il y avait dans cette boîte n'était pas simple, qu'il y avait une gravité dans cet objet en fer blanc qui n'était pas dans le métal mais dans ce que le métal avait conservé. Madame Lourdes ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies aux bords jaunis par le temps, un rosaire en bois sombre avec de grosses perles que Raphaël reconnut comme celui qu'il avait vu dans les mains de son père à des moments spécifiques, et une enveloppe. L'enveloppe était en papier épais, jauni lui aussi, mais d'un jaune différent, plus uniforme, la couleur du papier qui vieillit dans une boîte fermée au fil des ans. Son nom y était écrit avec l'écriture de son père, cette écriture de celui qui avait appris à écrire sur un cahier d'écolier avec de larges lignes et qui était restée ainsi pour toujours, grande, décidée et légèrement inclinée vers la gauche. Raphaël Montfort était-il écrit, rien de plus.
Raphaël resta à fixer l'enveloppe pendant un temps qu'il ne put mesurer. Puis il regarda sa mère. « Ton père l'a écrite avant de partir, dit-elle, d'une voix ferme et calme à la fois. Il savait qu'il approchait de la fin. Il m'a demandé de la garder et de ne te la remettre que lorsque tu reviendrais au village. Il a dit que tu reviendrais un jour et que quand tu reviendrais, ce serait parce que tu serais prêt. » Raphaël tendit la main. Ses doigts touchèrent le papier de l'enveloppe et il sentit la texture rugueuse, le poids léger qui portait plus en lui que ce que le papier physique ne comportait. Il regarda à nouveau sa mère. Elle acquiesça une seule fois et alla dans la cuisine, tirant le rideau derrière elle avec le soin de celle qui laisse quelqu'un seul à dessein. Solange avait arrêté de laver la vaisselle. Raphaël ne la vit pas sortir de la cuisine, mais il entendit ses pas se diriger vers la chambre d'amis avec cette discrétion habituelle. La discrétion de celle qui comprend que parfois, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire pour une autre est de s'effacer. Il resta seul dans le salon avec l'enveloppe dans les mains. Il l'ouvrit avec précaution, glissant son doigt sous le rabat que le temps avait rendu fragile, mais qui n'avait pas cédé, qui était resté fermé à attendre. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles pliées, du papier à lettres lignées, remplies par l'écriture de son père des 2 côtés. « Mon fils Raphaël », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que tu es revenu. » Monsieur Antoine Montfort avait écrit ces mots avec la confiance de celui qui ne savait pas ce qui viendrait, mais qui avait confiance en la nature des choses qui comptent, celle de toujours retrouver le chemin du retour. Raphaël lut avec les mains immobiles sur la table et les yeux ouverts et secs. Cette lecture de celui qui reçoit quelque chose de trop précieux pour permettre aux poids émotionnels d'entraver la réception des mots. Il lut lentement, relisant les passages qui arrivaient, d'une manière exigeant plus d'un passage pour s'installer complètement. Son père avait raconté une histoire que Raphaël n'avait jamais connue. Que Monsieur Antoine était lui aussi parti de Quissac quand il était jeune, plus jeune encore que Raphaël, qu'il était resté des années absent à travailler à Marseille, puis dans une usine près de Lyon, qu'il avait manqué des années de présence dans la vie de sa propre mère qui était vivante à cette époque et qui ne s'était jamais plainte, mais dont le silence avait tout dit, qu'il était revenu tard, quand sa mère avait une santé fragile, et qu'il était resté avec elle jusqu'à la fin, mais qu'il était arrivé en sachant qu'il avait perdu des choses qui ne reviendraient pas. « Je ne te l'ai jamais raconté parce que j'en avais honte », avait écrit son père. « Un homme qui se trompe et ne le raconte pas à ses enfants est un homme qui ne laisse pas son fils apprendre de son erreur. Je me suis trompé par cette vanité de ne pas vouloir que tu me voies plus petit. » Raphaël s'arrêta sur ce passage, le relut, resta en silence un moment. Il continua sa lecture. Son père avait écrit que lorsqu'il avait vu Raphaël partir, il avait compris 2 choses en même temps. Que son fils réussirait parce qu'il y avait en lui une clarté de but que Monsieur Antoine lui-même n'avait jamais eue à cet âge. Et que si Raphaël ne revenait pas à temps, il répéterait l'erreur de son père, mais dans une version qui coûterait plus cher, parce que Raphaël aimait sa mère plus qu'il n'avait réussi à le démontrer quand il était là. Et cet amour réprimé par la distance était le genre qui faisait mal des 2 côtés sans que l'un ne puisse voir la douleur de l'autre. Puis, il y avait le passage final. Quand tu trouveras quelqu'un qui reste à tes côtés dans les moments où toi-même tu ne veux plus rester avec toi-même, ne la laisse pas partir par peur, par distance, ni parce que les autres diront. Cette personne vaut plus que tout ce que l'on peut bâtir. J'ai appris cela tard quand ta mère est restée pour moi-même les années où je ne le méritais pas. Elle est restée non par faiblesse mais par choix. Et il y a une différence entre les deux que j'ai mis trop de temps à comprendre. J'espère que tu n'auras pas besoin d'autant de temps. Ton père qui t'aime, Antoine. Raphaël resta immobile avec les feuilles en main pendant un long moment. Ses yeux étaient brillants de la manière de celui qui a approché, mais n'a pas franchi le seuil des larmes. Ce qui est parfois la façon dont les émotions les plus profondes choisissent de se manifester, non dans les pleurs, mais à leur lisière, dans cet endroit où l'émotion devient une qualité du silence. Il plia les feuilles avec le même soin qu'il avait mis à ouvrir l'enveloppe, les remit à l'intérieur, referma l'enveloppe de sa main. Et alors, il regarda le rideau de la cuisine. Madame Lourdes apparut dans l'ouverture comme si elle avait senti le moment, ce qu'elle avait peut-être fait avec cette capacité qu'ont les mères de percevoir quand leur fils arrive là où elle les attendait. Elle entra dans le salon lentement, vint vers lui, et il se leva de sa chaise,
avant qu'elle n'arrive. Et pour la première fois depuis son arrivée à Quissac, depuis qu'il était descendu de la voiture au bord de la route 11 ans après, Raphaël Montfort serra sa mère dans ses bras avec toute la force d'un homme adulte qui avait enfin cessé de gérer ce qu'il ressentait et qui ressentait tout simplement. Elle l'enlaça en retour avec une force qui ne collait pas avec la taille de son corps, mais qui avait été gardée pendant 11 ans de dimanches d'appel de 12 minutes et qui, maintenant, était livrée d'un coup, sans réserve, sans calcul. Ils restèrent ainsi pendant un temps qui n'eut pas besoin d'être mesuré. Le rideau de tissu de la cuisine balança avec le vent qui entrait par la fenêtre de derrière. Les grillons chantaient dehors avec cette insistance qui était le son de la nuit en province. Et à l'intérieur de la maison simple qui sentait le bois, la nourriture et l'humidité ancienne des murs de briques, il y avait une quantité de choses qui avaient attendu pendant 11 ans et qui, enfin, avaient trouvé un endroit où se loger. Le lendemain, Raphaël sortit marcher avant que le soleil ne devienne sérieux, et Solange resta dans la cuisine avec Madame Lourdes, qui avait allumé le four plus tôt que d'habitude, sous le prétexte de préparer un gâteau aux pommes qu'elle s'était promis de faire depuis l'arrivée de son fils. La cuisine devint chaude et parfumée par la pâte qui montait doucement, et les deux femmes travaillaient dans le petit espace avec le naturel de celles qui ont déjà trouvé le rythme de l'autre. Madame Lourdes remuait sa préparation sans hâte, et Solange épluchait les fruits dans un grand bol, et il y avait dans tout cela une qualité domestique et réelle qui n'avait pas besoin de commentaires pour exister. Elles parlèrent de Gabrielle, la fille de Solange, qui avait 12 ans et qui avait appelé la veille au soir pour savoir quand sa mère revenait. Madame Lourdes voulut savoir comment était la petite, et Solange en parla avec cette chaleur spécifique des mères qui parlent de leurs enfants. La voix qui change de texture quand la personne la plus aimée de la vie est le sujet. Elle est indépendante, dit Solange. Elle aime lire. Elle a une façon de résoudre les choses qui me surprend parfois parce qu'elle semble plus vieille qu'elle ne l'est. Madame Lourdes sourit. Un enfant élevé par une mère qui travaille dur dès le plus jeune âge apprend à être fort tôt, dit-elle. Ce n'est pas un fardeau, c'est un présent. Solange resta silencieuse un moment, puis elle dit « Oui, ma mère disait quelque chose de similaire à mon sujet quand j'étais petite. Comment est votre mère ?» Solange arrêta un instant son mouvement. Elle a 70 ans, elle vit toujours en Bretagne, elle a une santé raisonnable. Je lui rends visite quand je peux, ce qui n'est pas aussi fréquent que cela devrait l'être. Madame Lourdes la regarda de côté. La distance pèse ? Elle pèse, mais on apprend à porter le poids d'une manière qui ne paralyse pas. C'est différent de ne pas sentir. Toutes deux restèrent silencieuses un instant, le silence de deux femmes qui comprenaient la même chose par des chemins différents. Puis Madame Lourdes dit d'une voix basse « Vous aimez mon fils ?» Ce n'était pas une question. Solange savait que ce n'en était pas une. Elle resta les mains immobiles et regarda la vieille dame un instant avant de répondre. « Je l'aime, dit-elle, avec cette honnêteté qui était celle de quelqu'un ayant appris que la vérité simple coûtait toujours moins cher que la vérité détournée. »« Depuis combien de temps ?»« Depuis le début, » dit Solange, avant même de comprendre ce que c'était, parce que parfois on ressent avant de nommer. Madame Lourdes acquiesça avec le calme de celle qui reçoit une confirmation et non une nouveauté. Elle remua sa pâte un instant. Puis elle dit « Vous avez peur de ce que les gens vont dire ?»« Oui, » dit Solange sans hésiter. « Nous venons de deux mondes très différents. Je nettoie l'immeuble où il a ses bureaux. Les gens diront beaucoup de choses. » Madame Lourdes resta silencieuse un moment. Puis elle dit une chose que Solange garda tout entière. « J'ai travaillé comme domestique de 12 à 25 ans. J'ai rencontré mon mari quand il était ouvrier agricole et que je servais à table dans la maison d'un propriétaire où il venait livrer des marchandises. Les gens ont dit beaucoup de choses aussi. Et nous sommes restés ensemble 42 ans. » Solange la regarda. Madame Lourdes continuait son travail avec le même calme, comme si elle avait dit une chose quotidienne et non une chose qui portait des décennies de vie derrière elle. « Ce qui importe, continua la vieille dame, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai reste. » Quand Raphaël revint de sa marche, il y avait une qualité différente dans l'air de la maison. Cette qualité qui existe quand une conversation importante a eu lieu et a laissé quelque chose dans l'espace. Il ne demanda pas ce qui avait été dit. Mais il regarda Solange avec une perception nouvelle quand elle leva les yeux vers lui.
et elle le regarda en retour avec cette expression de celle qui ne cache pas ce qu'elle ressent, mais ne le livre pas non plus avant le moment opportun. L'après-midi, après le déjeuner et le repos, Raphaël sortit de nouveau pour franchir une étape qu'il avait repoussée depuis son arrivée. Aller au cimetière où se trouvait son père. Il y alla seul. La marche était d'environ 15 minutes à travers le village, passant devant l'école, la place, l'épicerie. Le cimetière était petit, avec les dalles de béton blanchies que le soleil avait dorées au fil des ans. Il savait où se trouvait la sépulture de son père. Il l'avait marqué sans le vouloir dans sa mémoire lors des funérailles, même en étant arrivé tard, même avec le cercueil fermé, même avec ce nœud de culpabilité qui ne s'était jamais complètement dénoué. Antoine Montfort, né en 1942. La date de la fin que Raphaël avait apprise de loin était gravée là dans le béton avec la sobriété que la pierre imposait aux dates qui devaient avoir du poids. Il resta immobile devant la tombe pendant un long moment. Il ne pria pas. Il n'avait pas été élevé dans la pratique régulière de la prière et n'allait pas commencer à cet instant avec quelque chose qu'il ne sentait pas réel. Il resta simplement là, les pieds sur la terre de son village, sous le soleil de fin d'après-midi, et parla à son père de la manière qui lui semblait avoir du sens. Parler pour de vrai. Il dit qu'il avait lu la lettre. Il dit qu'il avait mis plus de temps qu'il n'aurait dû pour comprendre certaines choses, et qu'il en avait compris d'autres trop tard pour les changer, mais qu'il était là maintenant. Il dit qu'il allait s'occuper de sa mère pour de vrai, pas de la manière dont cela avait été fait auparavant, mais pour de vrai, avec une présence et une attention qui n'auraient pas besoin de crise pour exister. Il dit qu'il avait trouvé quelqu'un qui voyait en lui des choses que lui-même mettait du temps à voir, et que la lettre était arrivée au moment exact où elle devait arriver. Il resta en silence un instant après cela. Puis il dit, d'une voix plus basse, « Merci d'avoir écrit, d'avoir été honnête même quand cela coûtait. J'ai compris le message. » Il retourna à la maison quand le soleil était presque à l'horizon, avec cette lumière orange et plane de fin de journée qui rendait tout à la fois plus clair et plus calme. Madame Lourdes était sur la terrasse quand il arriva, et elle le regarda de loin avec cette expression qui n'avait pas besoin de questions. Il acquiesça une fois. Elle acquiesça en retour, et ce fut suffisant. Cette nuit-là, après le dîner qui avait été simple et rempli de discussions, après que Madame Lourdes fut allée se reposer et que la maison ne fut plus habitée que par le chant des grillons et le crépitement de la cuisinière, Raphaël resta dans le salon et demanda à Solange d'y rester aussi. Elle accepta. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, sa posture habituelle avec les coudes sur les genoux, les yeux directs. « Vous avez dit, commença-t-il, que quand je serais prêt à entendre, vous me donneriez la réponse complète. » Elle le regarda. « Je suis prêt, dit-il. » Solange resta silencieuse un moment. Non pas le silence de celle qui hésite, mais celui de celle qui choisit la forme juste d'une chose déjà formée. « Je me suis habituée, dit-elle, au fil des ans, à ne compter sur rien qui n'ait été construit de mes propres mains. Non par amertume, mais par apprentissage. Parce que la vie m'a appris que ce qui vient de l'extérieur s'en va parfois, et ce qui vient de l'intérieur reste. Et j'ai appris à me suffire à moi-même et à ma fille sans rien attendre. » Elle s'arrêta une seconde, puis elle continua. « Et puis est apparu un homme qui avait tout et qui pourtant avait faim à minuit dans un bureau au 23e étage, et qui a reçu un sandwich sans réussir à remercier correctement parce qu'il ne savait plus comment recevoir une chose simple sans y mettre un calcul en dessous. Et j'ai vu en lui une personne qui bâtissait une vie immense sur une blessure qu'il ignorait. Et j'ai compris cela parce que j'avais moi-même fait cela trop longtemps avec d'autres choses. » Raphaël resta calme, écoutant avec tout son corps. « Je ne suis pas venu pour ce voyage par obligation, dit-elle. Je suis venu parce que je m'en suis soucié dès que vous avez dit que vous n'arriviez pas à partir. Et parce que je voulais être la personne qui restait à vos côtés dans les moments où vous-même ne vouliez pas rester avec vous-même. Pas parce que vous êtes ce chef d'entreprise ou que vous avez de l'argent ou quoi que ce soit de ce genre, mais pour être l'homme qui est resté paralysé au bord d'une route en regardant sa mère porter un sac sur son dos et qui n'a pas réussi à bouger parce qu'il était frappé par quelque chose qu'il n'avait pas laissé entrer en 11 ans. » Elle s'arrêta. Elle le regarda. « Cet homme-là, je l'ai voulu, dit-elle. Et je le veux encore. » Le salon était calme. Le rosaire en bois était sur la table à côté de la boîte en fer blanc.
La lettre pliée était dans l'enveloppe avec le nom du fils écrit de la main du père. Et Raphaël Montfort regarda Solange Ferrand avec une clarté qui n'avait jamais été en lui de cette façon auparavant, non pas la clarté de celui qui a calculé et est arrivé à une conclusion, mais la clarté de celui qui a regardé une vérité qui était là depuis longtemps à attendre d'être vue. Il se leva, marcha vers elle, et resta debout devant elle un instant avant de dire, d'une voix sans aucun artifice, « Moi aussi ». Le retour vers Paris eut lieu un vendredi matin, avec la lumière du sud encore sur la rétine et l'odeur de la terre rouge gardée dans les vêtements d'une manière que la valise fermée ne parviendrait pas à effacer complètement. Raphaël conduisit les 3 premières heures en silence, un silence différent de celui de l'aller. Celui de l'aller avait été le silence de celui qui va vers ce qu'il craint. Celui du retour était le silence de celui qui transporte plus qu'il n'a apporté et apprend le poids de ce qui a été collecté. Solange garda son livre sur ses genoux, mais ne lut pas. Elle regarda par la fenêtre avec cette expression de celle qui traite les choses intérieurement sans avoir besoin que le processus soit visible. Le gare s'éloignait par la lunette arrière de la voiture, la terre rouge cédant graduellement la place à d'autres couleurs, et il y avait dans chaque kilomètre parcouru une qualité double d'éloignement et de permanence. Ils s'arrêtèrent dans une station-service près de la limite de l'Ardèche, et Raphaël alla aux toilettes pendant que Solange restait dans la voiture. Quand il revint, elle avait acheté 2 cafés à une machine et tenait les 2 gobelets. Il resta à la regarder une seconde, les 2 gobelets, le geste simple de quelqu'un ayant appris à anticiper ce dont l'autre avait besoin sans transformer cela en performance. Le souvenir du premier sandwich revint sans être appelé. « Merci », dit-il. Elle sourit. C'était un sourire qu'il n'avait pas vu exactement ainsi auparavant, sans réserve, sans cette couche d'évaluation qu'elle avait l'habitude de placer entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle montrait. C'était le sourire de quelqu'un qui avait dit la vérité la nuit précédente et qui habitait désormais l'espace que la vérité avait ouvert. Ils reprirent la route. Parfois il parlait, parfois il restait silencieux. Parfois elle riait de quelque chose qu'il disait, et son rire était d'un type que Raphaël avait gardé depuis la première fois qu'il l'avait entendu au bureau, un rire bas et réel qui ne demandait pas de public. Ils arrivèrent à Paris le vendredi soir, avec la ville déversant lumière et bruit d'une manière qui semblait toujours excessive après une période d'absence. Raphaël déposa Solange dans son quartier, à Saint-Denis, dans une rue avec des maisons de briques et des trottoirs étroits, et quand la voiture s'arrêta devant le numéro qu'elle indiqua, Gabrielle était à la fenêtre du salon, elle avait dû rester à attendre. Solange descendit. Elle resta sur le trottoir un instant. Elle regarda Raphaël avec une expression qui contenait beaucoup, gratitude, affection, quelque chose qui en était encore au premier jour de sa nomination complète, mais qui avait gagné la forme de la parole qu'elle avait dite la nuit précédente. « Gabrielle m'attend, dit-elle. »« Je sais, dit-il. Vas-y. » Elle acquiesça. Elle partit. Sur le seuil de sa maison, avant d'entrer, elle se retourna une dernière fois, et le regard qu'ils échangèrent à cet instant était celui de 2 personnes qui étaient arrivées à un endroit nouveau et qui savaient, chacune à leur manière, que cet endroit était réel et qu'il était là pour rester. Dans les jours qui suivirent, Raphaël retourna au bureau avec une qualité de présence différente. Non pas que les feuilles de calcul aient cessé d'exister, ni que la restructuration de l'entreprise se soit résolue seule pendant la semaine où il s'était absenté. Il y avait beaucoup de travail, il y avait des décisions à prendre, il y avait une entreprise qui dépendait des choix qu'il faisait. Mais il y avait aussi désormais une distinction qui était auparavant floue et qui était devenue plus nette. La différence entre qui il était et ce qu'il faisait. L'entreprise était ce qu'il faisait. Lui était autre chose, plus grande et plus compliquée. Et cette autre chose avait une mère dans le sud qui avait besoin d'un suivi médical régulier et de visites qui ne seraient plus fixées à un bientôt indéfini. Dès la 2e semaine de retour, il engagea une dame du village même, recommandée par M. Gérard, pour tenir compagnie quotidiennement à Madame Lourdes, vérifier sa médication, l'accompagner au cabinet médical quand c'était nécessaire. Madame Lourdes accepta avec une résistance initiale qui dura exactement 2 jours, le temps nécessaire pour que la dame indiquée, une femme nommée Nadine qui avait été couturière et qui avait la capacité spécifique d'être une bonne compagnie sans être envahissante,
gagne la confiance de la vieille dame par sa patience et par le genre de présence que Madame Lourdes respectait. Raphaël engagea aussi un maçon pour les réparations de la maison. La vitre fêlée, le robinet, l'infiltration du plafond, la grille du jardin. Madame Lourdes suivit les travaux avec l'expression de celle qui n'avait rien demandé, mais qui ne nierait pas non plus que c'était nécessaire, ce qui était sa posture pour recevoir des soins sans perdre la dignité qu'elle avait bâtie au fil des décennies à gérer seule. Il se mit à appeler 3 fois par semaine au lieu d'1, et les appels cessèrent d'être les 12 minutes protocolaires de toujours. Ils devinrent de vraies conversations, avec des questions sur comment s'était passée la journée, sur ce que Nadine avait apporté comme nouvelle, sur comment allaient les plantes du jardin, sur si le gâteau aux pommes était réussi. Madame Lourdes répondait avec une ouverture qui avait été là tout le temps, mais qui avait besoin que l'autre côté s'ouvre aussi pour que cela coule. Avec Solange, les choses se passèrent avec le même naturel que tout le reste entre eux, sans hâte calculée et sans lenteur inutile. Il l'invita à dîner un samedi, dans un petit restaurant de Saint-Denis près de chez elle, parce qu'elle avait dit une fois qu'un bon restaurant de quartier valait mieux qu'une table étoilée n'importe où ailleurs. Et Raphaël l'avait gardé en mémoire. Elle vint avec Gabriel, parce qu'elle n'avait pas pris de baby-sitter, et parce que, dit-elle, s'il voulait la connaître, il valait mieux tôt que tard. Gabriel avait 12 ans, les cheveux tressés et les yeux de sa mère, ses yeux qui voyaient sans demander de permission. Elle resta méfiante les 20 premières minutes, avec l'évaluation sérieuse d'une enfant qui sait ce que vaut sa mère et n'accepte pas n'importe quoi au nom de l'affection. Et puis Raphaël lui demanda de recommander le meilleur plat de la carte, parce qu'elle était déjà venue là, et Gabriel prit cette responsabilité avec le sérieux d'un sommelier de 12 ans qui examina la carte pendant 3 minutes avant de rendre son verdict, et quand le plat arriva et que Raphaël dit que c'était la meilleure recommandation gastronomique qu'il ait reçue depuis des années, son sourire apparut, rapide et réel, et c'était le même sourire que celui de sa mère. La conversation sur ce qu'ils étaient l'un pour l'autre vint non pas comme une scène formelle, mais comme la confirmation de ce qui avait déjà été dit à Quissac. Il y eut un moment, des semaines plus tard, un dimanche après-midi dans l'appartement de Solange, alors que Gabriel regardait la télévision dans sa chambre et que l'odeur du dîner flottait dans la cuisine, où Raphaël dit « Je veux que ce soit réel pour de vrai, avec tous les détails que cela comporte. » Et Solange dit « Ça l'est déjà depuis que vous avez arrêté la voiture au bord de la route. » Il y avait une différence qui demanda du temps pour être travaillée. La différence entre la vie qu'avait Raphaël et la vie qu'avait construite Solange était objective et visible, et aucun des deux ne fit semblant du contraire. Il y eut des discussions à ce sujet, des discussions adultes et sans romantisme excessif sur ce qui était pratique, ce qui était possible et ce qui demanderait du temps pour s'ajuster. Solange n'avait pas besoin de l'appartement à Neuilly, ni de la voiture, ni du nom, dit-elle avec la clarté de celle qui y avait réfléchi honnêtement. Elle avait besoin que ce soit réel, que ce soit réciproque, que le soin vienne des deux côtés et qu'elle n'ait jamais besoin de diminuer ce qu'elle était pour tenir dans l'espace qu'il avait de disponible. Il dit qu'il comprenait, et il dit que ce qu'il avait appris lors de ce voyage dans le sud avec sa mère, avec la lettre de son père et avec chaque conversation qu'ils avaient eue depuis le premier sandwich à minuit, c'était que la grandeur d'une personne ne se mesurait pas à ce qu'elle possédait, mais à ce qu'elle était capable de voir chez les autres, et que Solange avait vu en lui des choses que lui-même avait cessé de regarder. Au mois de septembre, Raphaël alla à Quissac pour la 2e fois. Il y alla de nouveau en voiture et cette fois ils étaient 3, lui, Solange et Gabriel, qui avaient été consultés sur le voyage avec ce sérieux de 12 ans qui méritait d'être respecté et qui avait dit qu'elle voulait voir le ruisseau et le cerisier de sa grand-mère, que Solange lui avait décrit dans une conversation que la petite avait gardée avec le soin des détails qui comptent. Madame Lourdes reçut la petite avec le même accueil qu'elle avait réservé à Solange. Cet accueil sans cérémonie de celle qui sait que l'hospitalité réelle n'a pas de protocole. Gabriel fut timide pendant exactement 40 minutes, le temps qu'il fallut à Madame Lourdes pour apporter le gâteau qu'elle avait fait le matin même, et pour que Gabriel demande comment elle avait appris à le faire, et pour que Madame Lourdes dise qu'elle lui apprendrait si elle voulait savoir. Elle voulut apprendre. Elles passèrent tout l'après-midi dans la cuisine. Monsieur Gérard vint rendre visite en fin d'après-midi, s'assit sur la terrasse avec son jus de pomme habituel
et regarda Raphaël avec cette expression de celui qui est satisfait de la manière dont les choses se sont arrangées. Il dit que les yeux de Madame Lourdes avaient retrouvé la même lumière que du vivant de Monsieur Antoine. Raphaël entendit cela et resta un moment silencieux, regardant le vieux cerisier du jardin que le soleil de fin de journée était en train de dorer. Puis, il regarda à l'intérieur de la maison, où Solange et Madame Lourdes étaient dans la cuisine et où Gabrielle était couverte de farine d'une manière qui indiquait que la confection du gâteau avait échappé à tout contrôle à un certain moment et que cela avait fait partie du plaisir. Et il sentit, d'une manière qui n'avait pas besoin de mots pour être réelle, qu'il y avait quelque chose qui avait été réparé, non pas de la manière dont les choses se réparent quand on a de l'argent et qu'on appelle quelqu'un pour résoudre le problème, ce qui était la façon dont il avait résolu ses problèmes toute sa vie, mais de la manière dont les choses se réparent quand une personne se rend à l'endroit où la chose était brisée et y reste le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'était cassé et ce qui devait être fait. Il y avait un père qui avait écrit une lettre des semaines avant la fin, gardant à l'intérieur d'une enveloppe l'honnêteté qu'il n'avait pas eu le courage de dire de son vivant. Il y avait une mère qui avait gardé chaque centime envoyé pendant des années comme une preuve silencieuse que son fils n'avait jamais eu besoin d'argent pour être aimé. Il y avait un vieil ami qui avait essayé de prévenir et qui avait attendu le bon moment pour raconter ce qu'il savait. Il y avait une femme qui avait traversé des centaines de kilomètres de route sans aucune obligation, seulement pour être la personne qui restait aux côtés de quelqu'un dans les moments où lui-même ne voulait pas rester avec lui-même. Et il y avait Raphaël Montfort, qui avait arrêté sa voiture au bord d'une route départementale dans le Gard après 11 ans de distance et était enfin resté immobile assez longtemps pour voir ce qui était devant lui. Madame Lourdes cessa de porter seule des provisions lourdes, non pas parce qu'elle ne le pouvait plus, mais parce qu'enfin elle n'en avait plus besoin. Et les mères des deux, chacune avec la sagesse de ce qui est vécu et pas seulement pensé, s'accordèrent avec cette simplicité de celle qui est arrivée à la fin d'une longue histoire et reconnaît à la fin ce qui avait été au commencement tout le temps, que lorsque le soin entre deux personnes est véritable et va dans les deux sens, tout le reste s'arrange avec le temps. Tout le reste s'arrange. Fin de l'histoire. Chers auditeurs et lecteurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël, Solange et Madame Lourdes a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre en la créant. Une histoire qui nous rappelle que les distances les plus difficiles à vaincre ne sont pas géographiques, mais celles que nous créons en nous-mêmes, et que parfois la personne qui nous aide à les traverser apparaît sous la forme que nous attendons le moins, avec un sandwich dans une cafétéria de bureau à minuit. Si ce récit vous a fait penser à quelqu'un qui attend un appel plus long, une visite plus sincère, une étreinte qui se fait attendre, laissez ce sentiment devenir une action. Les histoires existent pour cela. Ici, sur la chaîne, nous apportons chaque semaine des récits qui explorent ce qu'il y a de plus humain dans la vie, l'amour qui coûte, le pardon qui libère, les retrouvailles qui arrivent au bon moment. Abonnez-vous pour n'en manquer aucune, laissez un j'aime si cette histoire vous a marqué et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà eu un moment où vous avez dû arrêter la voiture au bord de la route et regarder quelque chose que vous aviez évité de voir pendant trop longtemps? Votre histoire compte et nous voulons l'entendre. À la prochaine.